dans une maison de campagne délabrée, à la lisière d'une forêt dense et étendue, vivait une vieille femme qui élevait un louveteau destiné à grandir au-delà de toute imagination. Personne n'aurait pu prévoir comment leur lien unique mènerait à un acte final stupéfiant après sa mort, un moment qui défierait les frontières mêmes de la nature. Sur une parcelle de terre isolée, en bordure de la vieille Pinède, les rumeurs couraient bon train au sujet d'une vieille femme nommée Monique. Les habitants du village provençal chuchotaient qu'elle vivait seule parmi les pins imposants, subsistant grâce à une modeste pension et à la gentillesse occasionnelle de ses voisins. Sa demeure, une masure branlante avec une cheminée de guingois, témoignait d'années de tranquille indépendance. Beaucoup évitaient complètement la région, se remémorant les superstitions sur les bêtes sauvages qui rôdaient dans ces bois. Tout changea un hiver, lorsqu'un villageois rapporta avoir vu Monique accompagnée d'un petit louveteau dépenaillé, à peine plus grand qu'un chat domestique. Les yeux jaunes vifs du louveteau, si caractéristiques des loups, surprirent les passants. Comment une vieille femme frêle pouvait-elle avoir une créature sauvage pour compagnon? Certains prédirent un désastre, tandis que d'autres se demandaient si la compassion ou la solitude l'avaient poussée à prendre soin du louveteau orphelin. Malgré les rumeurs, Monique persista à élever le loup, le nommant Silver pour son élégant pelage argenté. Au fil des ans, Silver grandit à un rythme stupéfiant. Les villageois le voyaient trotter derrière Monique lors de ses rares visites au marché, si grand que même les chiens de ferme les plus robustes évitaient de croiser son chemin. Bien que beaucoup restassent craintifs, il n'y eut aucun rapport indiquant que Silver ait jamais montré la moindre agressivité, seulement une loyauté inébranlable envers sa vieille gardienne. Lorsque les habitants du village osaient s'approcher, ils voyaient un loup énorme se tenir à ses côtés, la protégeant avec les oreilles dressées et un regard attentif, mais non menaçant. À voix basse, les gens admettaient une étrange fascination pour ce duo improbable, une vieille femme au dos voûté forgeant un lien avec une bête connue pour ses instincts primaires. Puis, un automne, l'impensable se produisit. Monique s'éteignit paisiblement dans son sommeil, laissant derrière elle son loup bien-aimé, un animal d'une taille immense et d'un tempérament inconnu. Alors que les voisins préparaient des funérailles modestes, ils s'inquiétaient aussi de ce qu'il adviendrait de Silver. Sa seule présence avait-elle suffi à contenir sa nature sauvage? Personne n'imaginait que son acte suivant, motivé par un chagrin trop grand pour être exprimé par des mots, secourait tout le village jusqu'à la moelle, révélant une dévotion qui transcendait la frontière entre l'amour humain et l'appel de la nature. Lorsque Monique découvrit le louveteau pour la première fois, elle ramassait des branches tombées dans la forêt, soucieuse d'amasser du bois pour le rude hiver qui s'annonçait. Un faible gémissement l'avait attirée vers une souche d'arbre sèche, où une petite boule de fourrure tremblante criait, à moitié ensevelie sous la neige. Le cœur de Monique se serra à la vue d'une créature probablement orpheline et bien trop jeune pour survivre seule. Même si ses voisins se seraient moqués, qualifiant d'acte de folie l'adoption d'un loup, elle ne put détacher son regard de ses yeux suppliants. Elle le ramena dans sa maison, le déposa près du foyer et lui donna à manger du lait de chèvre chaud dans une assiette creuse. Le louveteau répondit avec une confiance fragile, remuant sa queue fine. Monique avait vu assez d'hiver pour savoir combien il était difficile d'élever un animal sauvage. Pourtant, quelque chose dans la vulnérabilité du louveteau faisait écho à sa propre solitude, deux âmes délaissées, éclipsées par un monde qui faisait rarement de la place aux faibles. Au fil des semaines qui devinrent des mois, le louveteau, baptisé Silver, reprit des forces. Monique lui fabriqua un lit simple avec de vieilles couvertures et lui instaura un horaire de repas régulier, des restes de pot-au-feu, parfois des morceaux de lapin ou de poisson. Le louveteau dévorait la nourriture avec une faim implacable, et ses membres s'allongeaient à une vitesse étonnante. Malgré les avertissements, elle ne l'attacha jamais dehors. Au lieu de cela, elle l'amena doucement à accepter sa présence, pensant les petites coupures qu'il se faisait en fouinant près des ronces. Chaque petite marque d'affection que le loup lui rendait, comme poser délicatement une patte sur son genou, apaisait la solitude dans la poitrine de Monique. Pendant ce temps, son plus proche voisin, un fermier réservé nommé Stéphane, observait de loin les changements dans la maison de campagne. Une fois, en livrant un sac de pommes de terre, il vit Silver blotti près du fauteuil à bascule de Monique, la tête sur ses genoux. Alarmé par la taille énorme de la bête, Stéphane proposa d'aider à relocaliser Silver dans un refuge voisin qui accueillait parfois des animaux exotiques ou sauvages. Monique refusa, poliment mais fermement. « C'est ma famille, dit-elle. Nous n'avons personne d'autre, tous les deux. » Stéphane repartit, mal à l'aise mais ne voulant pas s'ingérer davantage. Lors de ses visites occasionnelles au marché du village, Monique parcourait les rues poussiéreuses avec Silver fidèlement à ses côtés. La présence du loup déconcertait les commerçants, qui regardaient avec méfiance sa silhouette massive,
les mains crispées près des manches à balai ou de tout ce qui pourrait servir d'arme si la bête se jetait sur eux. Mais Silver ne donna jamais de raison de s'alarmer, se contentant d'observer l'agitation avec une intensité silencieuse. Avec le temps, certains s'adoucirent suffisamment pour lui offrir des morceaux de viande ou des os, surpris par le comportement calme de Silver. D'autres, cependant, chuchotaient des rumeurs sur le jour où les instincts primaires du loup referaient surface, condamnant sa vieille gardienne. Au fil des saisons, leur lien s'approfondit. Parfois, Silver errait aux confins de la forêt, revenant au crépuscule avec un cuisseau de chevreuil ou quelques perdreaux qu'il déposait aux pieds de Monique, comme pour lui rendre hommage. Elle lui caressait la tête en murmurant sa gratitude, bien qu'elle mangeât rarement du gibier. Au lieu de cela, elle nettoyait et conservait soigneusement ce qu'elle pouvait, échangeant parfois la viande contre des provisions auprès de Stéphane. Dans de tels actes, le village reconnaissait la force prédatrice de Silver, mais s'émerveillait aussi de sa dévotion. Il n'était pas un simple animal de compagnie, mais un partenaire dans leur maigre survie. Cependant, au fil des ans, la santé de Monique se détériora. Un dos voûté, des articulations arthritiques et des yeux fatigués rendaient même les tâches routinières difficiles. Silver, maintenant un loup adulte d'une taille saisissante, endossa un rôle de quasi-gardien. Il restait de garde dans la cour, majestueux comme une sentinelle, s'assurant qu'aucun renard errant ou menace ne mette en danger sa maîtresse. Les voisins qui osaient s'approcher de la maison se heurtaient à une figure imposante de fourrure et de crocs, les avertissant silencieusement de garder leur distance à moins d'être bien intentionnés. À huis clos, Monique chérissait la compagnie qui avait repoussé son isolement. Elle lui lisait à haute voix de vieux livres de contes, sa voix tremblante tissant des histoires de chevaliers, de bêtes mythiques et de forêts aussi sauvages que la sienne. Parfois, elle imaginait que Silver comprenait chaque mot, car il posait sa tête sur ses genoux, les oreilles frémissant au rythme de sa voix. Malgré leur calme apparent, une inquiétude grandissante rongeait Monique, l'avenir de Silver si elle n'était plus là pour le guider. Elle avait entendu certains voisins le qualifier de monstre dans son dos, croyant qu'il deviendrait une menace dès l'instant de sa mort. Tard dans la nuit, à la lueur d'une lanterne, elle priait à voix basse, espérant que si son heure venait, Silver trouverait refuge, et non une foule en colère. Elle envisagea d'écrire des lettres à des parents éloignés ou à un sanctuaire pour animaux, mais ses ressources limitées et son énergie fragile contrecarrèrent souvent de tels plans. Finalement, l'hiver arriva avec toute sa force. Les vents hurlaient à travers la canopée de la forêt, la neige s'accumulant autour de la maison de campagne tordue. Monique toussait plus souvent, son visage était émacié et pâle. Silver planait près d'elle, remettant de temps en temps ses couvertures en place ou émettant un gémissement bas et plaintif face à sa fragilité croissante. Un après-midi glacial, alors qu'elle tremblait malgré le feu de cheminée, Monique toucha doucement le museau de Silver, les yeux remplis de gratitude et de tristesse. « Tu m'as maintenu en vie, tu sais » murmura-t-elle d'une voix chevrotante. Silver se rapprocha, comme pour essayer de la réchauffer avec son propre corps. À l'insu des voisins, qui la voyaient à peine ces jours-là, Monique sentit que sa fin était proche. Elle trouvait du réconfort dans le fait que Silver n'était plus le petit louveteau qu'elle avait sauvé. C'était une créature majestueuse, capable de survivre si les villageois et leurs superstitions le laissaient en paix. Dans la tension silencieuse de ce dernier hiver, l'humain et la bête s'accrochèrent à un lien qui transcendait toute notion de prédateur ou de gardien, forgeant un partenariat fondé sur la dépendance mutuelle et un amour féroce. Alors que la neige atteignait les rebords des fenêtres, la question qui flottait dans l'air glacial était de savoir comment Silver réagirait si Monique le laissait derrière elle. Sa peur n'était plus pour elle-même, mais pour l'avenir du loup géant qu'elle considérait comme sa seule famille. Dans ce silence avant la tempête, personne dans le village n'aurait pu prédire l'acte stupéfiant qui se déroulerait après la mort de Monique, une démonstration de loyauté si profonde qu'elle les laisserait sans voix, remettant en question tous les préjugés qu'ils avaient nourris à l'égard de la vieille femme et de son imposant compagnon. Alors que l'hiver glacial maintenait la forêt dans son emprise silencieuse, la santé de Monique se détériora plus que quiconque ne s'y attendait. Sa respiration devenait sifflante, et il y avait des jours où elle ne quittait jamais son vieux fauteuil à bascule près du feu. Silver, le loup géant dont la force et la présence avaient grandi à chaque saison, quittait rarement son côté. Même lorsque la faim lui tiraillait l'estomac, il ne s'aventurait que brièvement, revenant rapidement avec la moindre petite proie qu'il pouvait trouver. C'était comme si ses instincts sauvages s'étaient adaptés à cette nouvelle réalité, protéger Monique dans son déclin était plus important que de s'éloigner. Devinant qu'elle pourrait bientôt avoir besoin de plus d'aide qu'il ne pouvait en fournir seul, Stéphane, le fermier voisin, commença à visiter la maison avec prudence.
Bien qu'il s'inquiétât de la taille énorme de Silver et de son regard de loup, il se força à passer l'examen attentif du loup. Le sourire reconnaissant de Monique chaque fois que Stéphane laissait un panier de pain ou de lait frais lui rappelait que la compassion n'était pas réservée aux bien portants. Voir Silver suivre chaque geste de Monique avec des yeux inquiets le troublait, mais lui inspirait aussi un respect réticent. Il se comporte plus comme un chien de chasse dévoué que comme une bête, dit-il un jour à sa femme. Mais je ne peux toujours pas dire que je lui fais entièrement confiance. Cependant, malgré toutes les visites et les prières silencieuses de Stéphane, la vigueur de Monique déclinait. Un matin glacial, elle se confia finalement à lui, un murmure brisé alors qu'elle était allongée dans son lit, le loup à ses pieds. « Je sais qu'il ne me reste plus beaucoup de temps », avoua-t-elle d'une voix faible. « Ma plus grande peur n'est pas la mort, mais ce qui arrivera à Silver quand je ne serai plus là. » Ému par sa supplique, Stéphane promit de veiller à ce que le loup soit traité équitablement, bien qu'en privé il doutât de la réaction du village. Beaucoup considéraient encore Silver comme une menace latente, un loup, surtout un aussi grand, n'avait pas sa place dans leur paisible communauté. Si la nouvelle de la disparition de Monique se répandait, ils se rassembleraient pour chasser Silver, ou pire. Pendant ce temps, Chloé, une adolescente curieuse du village, apprit la mauvaise santé de Monique par les commérages de la boulangerie locale. Intriguée par les histoires d'un loup qui défiait les limites habituelles de la nature, elle décida de lui rendre visite un après-midi, ignorant les avertissements de sa mère. Chloé s'aventura sur le chemin enneigé jusqu'à la maison délabrée. À son approche, le loup émergea de derrière un tas de neige, imposant et silencieux. Le cœur de Chloé s'emballa, elle n'avait jamais été aussi proche d'une créature aussi formidable. Pourtant, le loup se contenta de se tenir là, les oreilles dressées, la queue basse, prudemment curieux. Ne sentant aucune menace chez la jeune fille, Silver lui permit de frapper à la porte sans un grognement. Monique, toussant dans une couverture élimée, fit signe à Chloé d'entrer d'un geste doux de la main. Pendant l'heure qui suivit, Chloé aida Stéphane à ranger l'espace de vie en désordre et à préparer une tisane douce que le docteur Nicolas avait recommandée. Le loup observait attentivement mais restait calme, comme s'il acceptait Chloé dans le petit cercle de gentillesse qui entourait sa compagne malade. Les yeux de Chloé se posaient souvent sur le regard envoûtant de Silver, à la fois captivé et mal à l'aise. Plus tard, elle confia à ses amis qu'elle n'avait jamais ressenti une aura aussi profonde chez une créature, la décrivant comme « s'il savait tout ce que nous ressentons ». À mesure que les forces de Monique diminuaient, son lien avec Silver semblait s'intensifier. Certaines nuits, les villageois rapportaient entendre de longs hurlements tristes venant de la direction de sa maison, comme si le loup chantait des berceuses pour apaiser sa douleur. En retour, Monique lui caressait l'énorme tête, lui murmurant des mots d'affection que personne d'autre ne comprendrait jamais. « Tu m'as sauvé de la solitude », lui dit-elle un jour, la voix tremblante, « et j'ai essayé de te sauver du froid. On a bien fait, n'est-ce pas ?» Le loup répondait par un léger coup de museau, posant sa tête sur ses genoux. Malgré ces moments tendres, la tension dans le village montait. Des chuchotements circulaient sur ce qui pourrait arriver si Monique décédait. Certains insistaient sur le fait que Silver devait être abattu pour la sécurité publique, citant de vieilles peurs de loups attaquant les humains. D'autres, influencés par les éloges réticents de Stéphane et les récits enthousiastes de Chloé, soutenaient que le loup montrait plus de loyauté que certains chiens domestiques. Des factions se formèrent, chacune passionnément sûre de sa position. À leur insu, une horloge silencieuse égrenait les derniers souffles de Monique, rendant leur débat déchirant et inutile. Une nuit d'un froid glacial, sous le premier ciel sans étoiles depuis des semaines, Monique s'éteignit dans son sommeil. Stéphane la trouva le lendemain matin, venu lui apporter une soupe chaude. Elle était allongée paisiblement sous une couette usée, comme si elle somnolait simplement, tandis que Silver montait la garde près du lit. Quelque chose dans la posture du loup, un affaissement de ses épaules, l'éclat désolé dans ses yeux parlait d'un chagrin déchirant, au-delà du simple instinct animal. Stéphane, la voix brisée, annonça son décès aux quelques voisins rassemblés qui s'étaient attroupés dehors en entendant la nouvelle. Ils entrèrent prudemment dans la maison, s'attendant à moitié à ce que le loup se jette sur eux. Au lieu de cela, ils le virent blotti contre le lit, le museau posé près de la main froide de Monique. Dans les jours qui suivirent, le village prépara des funérailles modestes, auxquelles n'assista qu'une poignée de personnes pour veiller sur le cercueil et la cérémonie. Silver s'assit à distance, silencieux, imposant, le regard fixé sur les événements comme s'il s'attendait à voir Monique se relever. Certains furent mal à l'aise de sa présence, d'autres furent silencieusement émus par cette démonstration de dévotion.
Lorsque le cercueil fut finalement descendu dans le sol gelé, le loup poussa un long et triste hurlement qui résonna à travers les champs enneigés, donnant la chair de poule à tout le monde. Même ceux qui le craignaient sentirent leurs yeux s'embuer devant la tristesse brute de ce cri. Au début, ils s'attendaient à ce que le loup s'éloigne et retourne dans la forêt d'où il venait. Cependant, Silver resta, tournant autour de la tombe fraîchement creusée, refusant de partir. Une vague d'incertitude s'empara des villageois. Devaient-ils le chasser, le capturer de force pour l'emmener dans un lointain sanctuaire, ou respecter son deuil? Chloé, les larmes coulant sur ses joues, resta en vigile avec Stéphane, observant avec admiration Silver s'allonger au pied de la tombe, comme pour accompagner Monique dans la mort comme il l'avait fait dans la vie. Ainsi, au plus fort de ce deuil et de ce débat communautaire, la scène était prête pour l'acte le plus étonnant du loup, un geste si profond et inattendu qu'il défierait toutes les suppositions sur la capacité d'un animal sauvage à aimer et à être loyal. Dans le silence de ce cimetière hivernal, ceux qui avaient douté du lien de Monique avec Silver furent confrontés à l'impensable. Le loup géant n'avait pas seulement perdu son unique ami, il était maintenant confronté à un chagrin qui témoignait d'une véritable dévotion, comblant un fossé entre les espèces que personne n'avait imaginé pouvoir franchir. La question sur toutes les lèvres tremblantes était la même, que ferait le loup ensuite? Dans les jours qui suivirent l'enterrement de Monique, le village fut en proie à un malaise collectif. Les voisins échangeaient des regards inquiets chaque fois qu'ils passaient devant la simple croix de bois qui marquait sa tombe à la périphérie du petit cimetière. À quelques mètres de là, Silver, le loup géant, maintenait une vigile silencieuse et inébranlable. Du lever au coucher du soleil, et souvent toute la nuit, il refusait de quitter l'endroit, indifférent au froid mordant ou à la neige qui s'accumulait. Certains villageois, émus par cette démonstration de loyauté, laissaient des restes de viande ou des bols d'eau à proximité. D'autres avertissaient qu'il était trop dangereux de laisser un prédateur sauvage errer librement, surtout un prédateur en deuil et potentiellement imprévisible. Alors qu'une légère chute de neige recouvrait les tombes un après-midi, Chloé s'aventura au cimetière avec un sac de restes et le cœur nerveux. Elle s'attendait à voir Silver blotti dans son chagrin, sa silhouette massive à moitié enfouie dans la neige. Et il était là, la fourrure hérissée par le vent, le museau posé sur ses pattes, le regard fixé sur l'endroit où reposait Monique. Son deuil silencieux toucha Chloé d'un mélange d'admiration et de pitié. S'approchant lentement, elle lui offrit un morceau de poulet rôti. Silver la regarda, puis laissa échapper un gémissement bas et guttural. Au lieu de dévorer la nourriture, il la repoussa d'un coup de museau, comme si rien n'importait après l'absence de Monique. Une douleur saisit la poitrine de Chloé. S'il ne voulait pas manger, combien de temps s'écoulerait-il avant que la faim ou le chagrin ne l'emporte? La nouvelle du refus de Silver de quitter la tombe se répandit rapidement dans le village, suscitant des débats sur la manière d'intervenir. Stéphane, le fermier qui apportait souvent des provisions à Monique, plaida pour la capture du loup et son transfert dans un sanctuaire loin du village. Il se consume, raisonna-t-il en secouant la tête avec inquiétude. On ne peut pas le laisser mourir de faim là-bas. D'autres insistèrent sur le fait qu'une expulsion forcée était dangereuse et cruelle. Le docteur Nicolas, qui avait visité la maison de Monique, proposa une approche plus douce, le persuader progressivement avec de la nourriture et des voix calmes, dans l'espoir d'attirer Silver vers un endroit plus chaud. Mais chaque tentative de persuasion s'avéra vaine. Le loup resta ferme, rejetant tous les efforts pour l'éloigner de la tombe. Au milieu de cette impasse, le premier grand tournant se produisit. Un groupe de jeunes locaux, sceptiques quant à la prétendue docilité du loup, projeta de chasser Silver eux-mêmes. Une nuit, ils arrivèrent au cimetière, armés de lampes de poche et de l'arrogance de l'audace adolescente. Leur intention était d'effrayer le loup pour qu'il s'enfuit, peut-être pour prouver leur courage ou apaiser leur propre peur. Cependant, alors qu'ils avançaient, criant et pointant des faisceaux de lumière sur l'imposante silhouette, l'air autour d'eux sembla s'électriser. Silver se dressa sur ses pattes, les muscles tendus, les crocs brillants sous la lumière de la lune. Un grognement menaçant gronda dans sa poitrine, un son si profond qu'il résonna dans le sol froid sous leurs pieds. Les jeunes se figèrent de terreur. Bien qu'aucun ne fût physiquement blessé, l'avertissement du loup était sans équivoque. Ils se dispersèrent, l'adrénaline montant en flèche, et retournèrent en titubant au village avec des histoires d'un démon énorme qui les avait fixés. Le lendemain matin, les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. Certains prétendaient que le loup était possédé par l'esprit de Monique, protégeant sa tombe des intrus. D'autres insistaient sur le fait qu'il s'agissait simplement d'un animal dangereusement obsédé par un lieu qui empestait l'odeur humaine. Stéphane,
apprenant l'exploit raté des garçons, réprimanda leur imprudence mais prit l'incident comme une preuve qu'il fallait agir. Silver, dans son chagrin, pourrait frapper plus fort la prochaine fois. La deuxième révélation qui suivit fut encore plus surprenante. Un marchand ambulant qui s'était arrêté au cimetière par curiosité rapporta avoir vu le loup aux premières heures avant l'aube. Selon le marchand, Silver avait été vu en train de gratter doucement la terre de la tombe de Monique, comme pour essayer de la déterrer. Il n'essayait pas de la déterrer, insista le marchand, le ton entre la peur et l'émerveillement, mais plutôt, Je ne sais pas, il arrangeait l'endroit. C'est fou, mais c'est ce que ça donnait. L'image mentale d'un loup lissant soigneusement la terre, comme pour rendre un dernier hommage, fit frémir ceux qui entendirent l'histoire. Pour certains, c'était un puissant témoignage du lien entre la femme et la bête. Pour d'autres, cela confirmait que le loup avait basculé dans un territoire contre nature, une menace qui défiait le comportement normal de la faune. Les villageois agités convoquèrent une réunion solennelle dans la salle des fêtes communales. La tension emplissait l'espace modeste, et des chuchotements animés résonnaient contre les murs blanchis à la chaux. Certains exigeaient une action immédiate, arguant qu'un animal veillant sur une tombe humaine était le signe d'un lien contre nature qui ne pouvait que se terminer par la violence. Quelques voix, dont celle de Chloé, s'élevèrent pour protester, insistant sur le fait que la loyauté de Silver n'était ni de la magie noire ni un mauvais présage, mais le reflet d'une affection sincère. Pourtant, la peur s'empara de beaucoup, les incitant à plaider pour des mesures drastiques. Au centre de ce débat, Eric, le père de Chloé, était partagé entre la prudence paternelle et une admiration pour la dévotion du loup. Bien qu'il s'inquiétât pour le bien-être de Chloé, il ne pouvait nier que le refus de Silver de quitter la tombe de Monique transmettait une sincérité surnaturelle. Finalement, après une heure de discussions animées, le docteur Nicolas se leva et proposa un compromis. « Donnez-moi, ainsi qu'à quelques volontaires, une chance de surveiller le loup, de voir si nous pouvons le guider vers un environnement plus sûr, ou au moins nous assurer qu'il est nourri et non agressif. » Sa supplique rallia ceux qui n'aimaient pas l'idée de tuer ou de capturer le loup mais qui restaient mal à l'aise de le laisser sur une tombe. Ainsi, pendant la semaine suivante, un groupe tournant, dont faisait partie Stéphane, tenta de le surveiller à distance. Il apportait de l'eau et de la viande, observant de derrière des pierres tombales usées. Chaque fois qu'il s'approchait à quelques mètres de la tombe, Silver se levait, le poil hérissé. Bien qu'il montrât rarement les dents, c'était comme s'il ne tolérait leur présence que tant qu'ils n'essayaient pas de le déplacer. Le gardien du cimetière, un vieil homme qui avait connu Monique dans sa jeunesse, décrivit la garde silencieuse du loup comme « la vision la plus triste et la plus belle que j'ai jamais vue ». Et c'est dans ce tourbillon de beauté tragique et de peur imminente que la scène fut préparée pour l'acte final et imprévu de Silver. Le village, divisé entre la prudence et l'émerveillement, se préparait sans le savoir au moment où la dévotion endeuillée du loup se manifesterait dans une exhibition finale qui laisserait tout le monde bouche bée, un acte qui cristalliserait la foi de Monique en son esprit bienveillant, redéfinirait leur perception de la nature du féroce prédateur, et résonnerait dans le folklore de la région pour les générations à venir. Chaque jour où Silver, le loup géant de Monique, restait près de sa tombe semblait approfondir la confusion émotionnelle des habitants du village. Ceux qui favorisaient la miséricorde avaient le cœur serré en voyant la créature majestueuse monter la garde au milieu des pierres tombales, un emblème inébranlable de dévotion. Ceux qui penchaient vers la suspicion chuchotaient sur le danger et les mauvais présages, leur malaise accru par le comportement étrange du loup. Et les quelques-uns qui restaient pris entre deux feux, comme Eric, le père de Chloé, ou le fermier local Stéphane, sentaient le poids de l'indécision peser de plus en plus lourdement sur eux. Les funérailles de Monique avaient été modestes et calmes. Les habitants du village se rassemblaient en petits groupes après le service pour discuter à voix basse des circonstances inhabituelles. Pas un jour ne passait sans de nouvelles spéculations. Pourquoi le loup restait-il, refusant nourriture ou abri à moins qu'on ne le place juste sur la tombe? Certains insistaient sur le fait que c'était un témoignage du lien indestructible que Monique avait forgé avec la bête. D'autres le déclaraient signe de l'attachement contre nature du loup, présageant des ennuis. Alors que les neiges persistaient et que les nuits les plus froides de l'année s'installaient, Chloé se chargea d'apporter une offrande quotidienne de restes chauds, espérant que Silver renoncerait à sa vigile, ne serait-ce que pour quelques minutes. À chaque visite, ses yeux balayaient le cimetière silencieux, craignant à moitié une confrontation avec les voisins qui désapprouvaient sa gentillesse. Pourtant, elle continuait, ignorant les regards de travers. Chaque fois, Silver restait impassible, ne répondant à Chloé que par un léger mouvement de sa tête colossale. En de rares occasions, il acceptait une bouchée de sa main. Eric, le père de Chloé,
partagé entre la prudence paternelle et un respect grandissant pour l'empathie de sa fille, retournait également à la tombe. Bien qu'il n'osât jamais s'approcher autant que Chloé, il se tenait à une distance respectueuse, les bras croisés, l'esprit rempli de pensées contradictoires. Si la vigile du loup persistait indéfiniment, quelle était l'issue? Il ne peut pas rester là pour toujours, murmura-t-il à Stéphane une nuit, les deux hommes blottis derrière une rangée de conifères pour éviter d'agiter Silver. Pourtant, si nous le forçons à partir, nous risquons de le provoquer ou de détruire quelque chose de sacré. Stéphane, qui avait autrefois plaidé avec véhémence pour la capture de Silver et son envoi dans un sanctuaire, observait avec une admiration réticente. Je l'admets, dit-il lentement, je n'ai jamais vu un animal faire son deuil comme ça. C'est comme s'il la protégeait, même après la mort. Le silence s'installa entre eux, le vent sifflant doucement à travers les pierres tombales. Le père hocha simplement la tête, un regard pensif dans les yeux. Pendant ce temps, Valérie, toujours journaliste, observait la situation avec un mélange de fascination et de prudence. Elle reconnaissait le potentiel d'une histoire humaine touchante qui pourrait résonner bien au-delà de leur petite ville. Cependant, elle comprenait aussi la corde raide sur laquelle ils marchaient tous. Le moindre mouvement pour rendre sensationnelle la vigile du loup pourrait provoquer une réaction violente, incitant ceux qui croyaient qu'un prédateur géant n'avait pas sa place parmi eux. Valérie écrivit des ébauches d'un article intitulé « Quand un loup pleure, l'amour au-delà de la vie », mais s'abstint de le publier, consciente que susciter un examen plus approfondi pourrait mettre en péril l'acceptation précaire de Silver. Dans toute la ville, les réactions étaient très variées. Certains résidents, émus par la loyauté du loup, commencèrent à laisser de petits hommages près de la tombe de Monique, un pot de lavande pour masquer l'odeur de terre fraîche, une bougie pour réchauffer les nuits froides. D'autres exprimèrent leur colère, se plaignant aux autorités locales que le cimetière était assiégé par un loup géant, ce qui était un manque de respect pour la mémoire de leurs propres défunts. Le curé qui supervisait le cimetière, un homme à l'âme bienveillante nommé Jean, se retrouva face à un dilemme moral. N'est-ce pas un reflet de la création de Dieu que cette créature soit en deuil? Demanda-t-il lors d'un sermon dominical, sa voix résonnant dans les poutres de l'église. Peut-être devrions-nous ouvrir nos cœurs plutôt que de le rejeter. Ces paroles, aussi sincères fussent-elles, ne firent qu'attiser la polarisation du village. Au milieu de ces tensions, le docteur Nicolas se coordonna discrètement avec un agent de la faune d'un district voisin. Son espoir était de trouver une solution équilibrée, un placement qui respecterait l'autonomie du loup tout en évitant les conflits avec les habitants. L'agent, en entendant l'histoire, exprima à la fois scepticisme et intrigue. Un loup qui refuse de quitter une tombe, c'est... Disons que ce n'est pas un comportement typique, commenta-t-il. Si je viens là-bas pour le capturer, je pourrais faire plus de mal que de bien. Peut-être devrions-nous le laisser tranquille un peu plus longtemps. Sans menace immédiate d'agression de la part de Silver, l'agent ne voyait aucune nécessité urgente de l'enlever, tant que les habitants du village pouvaient faire preuve de patience. Un après-midi glacial, alors que Chloé s'approchait avec une boîte de restes, elle trouva Silver blotti plus près que jamais de la pierre tombale de Monique. Inquiète, elle s'approcha lentement, remarquant la respiration saccadée du loup et ses yeux sang. Pendant un moment terrifiant, elle craignit qu'il ne soit blessé ou malade. Rassemblant son courage, elle tendit la main en tremblant. Silver bougea, pressant son museau contre sa paume. Un léger gémissement s'échappa de sa gorge. La tristesse brute reflétée dans son regard, faisant écho au propre chagrin de Chloé, faillit briser sa détermination. Quand elle appela doucement son nom, il baissa la tête sur la neige, comme s'il s'abandonnait à une douleur qui épuisait lentement sa propre volonté de vivre. En voyant cela, les yeux de Chloé se remplirent de larmes. Elle réalisa que si la présence de Silver honorait la mémoire de Monique, elle mettait aussi en péril sa propre survie. Les nuits d'hiver étaient brutales, et il refusait de chasser ou de quitter la tombe plus de quelques minutes, comme si abandonner sa vigile trahissait le lien qu'ils avaient partagé. « Tu ne peux pas mourir ici », murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. « Tu ne peux pas laisser son fier souvenir être souillé par ta propre perte. » Dans cette tendre confession, Chloé embrassa le dilemme émotionnel auquel toute la ville était confrontée, respecter l'amour sans précédent du loup tout en l'empêchant de devenir une condamnation à mort auto-imposée. Observant de loin, Eric et Stéphane échangèrent des hochements de tête sinistres. Le chien était devenu émacié, plus terne, même son pelage qui brillait autrefois d'un éclat sauvage semblait mat sous le ciel pâle. Eric murmura à Stéphane, « Nous devons faire quelque chose, ou il se consumera ici. » Stéphane acquiesça,
les lèvres pincées en une ligne déterminée. Qu'il s'agisse d'emmener Silver dans un refuge plus sûr ou d'orchestrer une intervention douce, le temps pressait. La mort de Monique avait déclenché une nouvelle épreuve, celle de la compassion et de l'humilité qu'une communauté pouvait rassembler pour un animal qu'elle comprenait à peine. Ainsi, alors que les nuits s'allongeaient et que le silence final s'installait sur les rangées de pierres tombales du cimetière, la scène était prête pour la décision ou le destin éventuel du loup, un point culminant né d'une dévotion inébranlable et d'une nécessité extrême. Car dans les larmes silencieuses d'une enfant et les cœurs anxieux des voisins, une question unifiée se posait, pourrait-il sauver Silver de son propre chagrin, ou le testament final de l'héritage de Monique serait-il la mort d'un loup sur sa tombe gelée? Un vent amer balayait la colline du cimetière, transportant des cristaux de neige fraîche qui scintillaient sous un soleil pâle. Bien que les habitants du village restassent divisés sur la présence inébranlable de Silver sur la tombe de Monique, de nouvelles complications menaçaient d'intensifier toute la situation. Ces intrigues secondaires, se tissant autour du drame central du deuil d'un loup, augmentèrent le fardeau émotionnel pour toutes les personnes impliquées. La première complication arriva un matin glacial sous la forme d'une camionnette noire poussiéreuse qui entra dans la ville et se gara près du bistrot local. Une femme à l'air sévère, vêtue d'une épaisse parka, en sortit, Sandrine, une représentante d'une agence régionale de la faune. La nouvelle d'un loup géant hantant une tombe avait voyagé par des canaux secondaires, suscitant suffisamment de curiosité et d'inquiétude au sein de l'agence pour qu'ils envoient quelqu'un évaluer la situation. Sandrine, accompagnée de son assistant, recueillit méthodiquement les déclarations des villageois. Elle écouta en silence poli tandis qu'il relatait l'histoire de la façon dont Monique avait élevé Silver depuis qu'il était louveteau, comment le loup refusait maintenant de la quitter dans la mort, et comment la moitié de la ville voulait chasser la bête tandis que l'autre moitié observait avec admiration. Prenant soigneusement des notes, elle montra peu de réaction, bien que ses yeux trahissent un esprit critique assemblant le puzzle. Pendant ce temps, Chloé, qui était devenue l'allié indéfectible de Silver, devenait de plus en plus anxieuse face aux rumeurs d'intervention officielle. L'agent de la faune déciderait-il que Silver représentait un danger public et insisterait-il pour sa capture ou son abattage? La seule idée remplissait Chloé d'effroi. Elle tenta de transmettre à Sandrine la douceur de Silver. Il n'est pas violent, il souffre, c'est tout. Sandrine écouta avec un visage neutre, remerciant poliment Chloé pour sa contribution. Mais le détachement mesuré de la femme rappela à Chloé les médecins qui prennent des décisions froides et cliniques, les chiffres primant sur la compassion. En même temps, Valérie, la journaliste, sentit une opportunité d'élargir sa couverture. Elle avait documenté en silence la vigile de Silver, capturant l'image poignante d'un énorme loup bravant les éléments pour rester près du lieu de repos de Monique. Apprenant la présence de Sandrine, Valérie organisa une interview, espérant qu'une perspective officielle pourrait ajouter du poids à son article en évolution. Sandrine refusa poliment, expliquant qu'elle soumettrait d'abord un rapport à ses supérieurs. La journaliste, bien que déçue, ne se découragea pas et continua de recueillir des témoignages de voisins. Certains résidents plus âgés révélèrent un détail surprenant, Monique avait été autrefois sage-femme et gardienne de plusieurs orphelins, humains et animaux. Cette nouvelle information expliquait sa volonté d'adopter Silver, mais elle suscita aussi une autre intrigue secondaire, des rumeurs selon lesquelles Monique avait sauvé plus d'un loup dans sa jeunesse, forgeant une connexion quasi mystique avec les créatures de la forêt. Alors que le village observait ces histoires se dérouler, un deuxième défi apparut sous la forme d'opportunistes sans scrupules. Tous ceux qui entendirent parler d'un loup géant prétendument apprivoisé ne réagirent pas avec compassion. Des étrangers commencèrent à errer dans la ville, conduisant des camions délabrés et posant des questions indiscrètes sur l'emplacement et l'état exact de Silver. Eric, le père de Chloé, vit l'un de ces hommes rôder près du cimetière, feignant de s'intéresser aux pierres tombales mais observant clairement le loup de loin. Une vieille rumeur suggérait que de riches collectionneurs paieraient généreusement pour des animaux exotiques ou leur peau. La crainte grandissait que si la nouvelle se répandait trop, quelqu'un pourrait essayer de capturer Silver à des fins lucratives. Stéphane, le fermier, se chargea de maintenir une surveillance non officielle, recrutant une poignée de voisins inquiets qui, comme Chloé, croyaient que Silver méritait d'être protégé. Ils établirent un horaire flexible pour monter la garde près de la tombe après la tombée de la nuit, s'assurant que personne ne harcelait le loup sous le couvert de l'obscurité. Alors que certains trouvaient l'arrangement réconfortant, d'autres craignaient qu'il ne provoque une confrontation avec de potentiels braconniers ou criminels. Le docteur Nicolas, conscient de la tension croissante, offrit des trousses de premiers secours et des conseils pour éviter la confrontation. S'ils viennent pour lui, prévint-il, ne les affrontez pas. Appelez le garde-chasse,
appelez les autorités. Aucune vie ne mérite d'être perdue dans une bagarre de justiciers. Au milieu de ces complots émergents, Chloé jonglait avec ses propres défis émotionnels. Le travail scolaire s'accumulait, bien qu'elle ait du mal à se concentrer. Ses rêves étaient envahis par des images de Silver gémissant dans la neige ou du doux sourire de Monique s'estompant dans l'obscurité. Le poids de tout cela pesait sur ses jeunes épaules, l'espoir désespéré que Silver survivrait à la fois à son chagrin et aux menaces croissantes des étrangers. Périodiquement, Chloé se confiait à la présence réconfortante de son père ou à l'oreille attentive de Valérie, mais chaque fois qu'elle faisait face à la silhouette silencieuse et stoïque du loup, elle sentait une supplique tacite dans ses yeux, « Protégez-moi. Laissez-moi faire mon deuil. » Un après-midi, Valérie reçut un tuyau selon lequel une petite manifestation se préparait au centre-ville. Quelques résidents, inquiets de la surveillance inébranlable du loup sur un cimetière public, prévoyaient de demander que la créature soit enlevée de force, si nécessaire. Ce groupe, dirigé par un local coriace nommé Thierry, soutenait que le cimetière n'était pas un endroit pour les animaux sauvages. « Ce n'est pas naturel », déclara Thierry. « Si nous le laissons rester, qui sait ce qui pourrait arriver s'il devient sauvage ?» Alarmée, Valérie se précipita sur les lieux, prenant des photos de pancartes de protestation qui disaient « Renvoyez la bête » et « Cimetière pour les humains, pas pour les loups ». Éric, le père de Chloé, qui arriva peu après pour surveiller l'agitation, se retrouva entraîné dans un échange houleux avec Thierry, qui l'accusa de permettre une menace potentielle. « Nous ne resterons pas les bras croisés jusqu'à ce que quelqu'un soit blessé. » Cracha Thierry, pointant un doigt sur le visage du père. Au milieu de la dispute, Valérie remarqua Sandrine, l'agent de la faune, qui observait de côté, les bras croisés, évaluant l'humeur. Lorsque la confrontation se calma, elle s'approcha du père de Chloé. « Je déposerai mon rapport ce soir, dit-elle d'un ton sec. Il inclura la recommandation que le loup soit déplacé vers une installation contrôlée s'il ne peut être éloigné volontairement. » Son annonce provoqua une vague d'effroi chez Chloé, qui entendit par hasard. Un transfert forcé pourrait-il devenir une réalité, arrachant Silver au seul foyer qu'il ait jamais connu, même si ce n'était plus qu'une tombe? À travers ces défis croissants en tension au sein de la communauté, étrangers aux motifs douteux, et examen gouvernemental, un compte à rebours inconfortable commença. Chaque nouvel événement augmentait les émotions, entraînant Chloé, son père Éric, Stéphane, Valérie et le docteur Nicolas plus profondément dans le destin de Silver. Pendant ce temps, le loup lui-même, en tant le lieu de repos final de Monique jour et nuit, restait une énigme silencieuse. Derrière sa vigile inébranlable, brûlait un amour et un chagrin féroces, mais combien de temps cette flamme pourrait-elle durer face à tant d'opposition? Il était clair que l'heure de vérité approchait, une épreuve finale de compassion et de courage qui non seulement déciderait de l'avenir de Silver, mais révélerait aussi la vraie nature des cœurs humains. Dans la froide lumière de midi, une trêve fragile persistait autour du périmètre du cimetière. Les habitants du village se déplaçaient avec une curiosité silencieuse, réticents à provoquer l'imposant loup qui gardait toujours la tombe de Monique. De temps en temps, un passant déposait une petite offrande de nourriture à une distance respectueuse, puis reculait, incertain si le geste serait accepté ou méprisé. Silver, colossal et fier, continuait de refuser presque toute nourriture, à moins qu'elle ne soit apportée directement sur la tombe. Ceux qui osaient s'approcher de trop près se heurtaient soudainement à un grognement d'avertissement, bien que jamais à une agression réelle. C'était comme si le loup naviguait sur une ligne précaire entre une garde primale et une angoisse contenue qui ne lui permettait pas d'avancer. Pour aggraver la tension, des rumeurs couraient sur la décision en attente de Sandrine. Bien que l'agent de la faune ait observé la situation pendant des jours, elle restait discrète sur son rapport final. Le journal local spéculait qu'elle pourrait demander une opération de tranquillisation pour relocaliser le loup en toute sécurité dans un sanctuaire lointain. D'autres chuchotaient que les supérieurs de l'agent, pressés par une faction bruyante de résidents craintifs, soutiendraient une mesure plus drastique. Chloé, déchirée par l'inquiétude, visitait le cimetière quotidiennement, échangeant des chuchotements avec son père sur tout nouveau signe qui pourrait influencer le verdict de Sandrine. Chaque fois, elle s'agenouillait près de Silver, les larmes menaçant de couler en voyant la tristesse inébranlable dans ses yeux. Au milieu de cette atmosphère tendue, Éric et Stéphane commencèrent à coordonner un petit groupe de surveillance, déterminés à tenir à distance les étrangers sans scrupules ou les justiciers imprudents. Le docteur Nicolas leur fournit une simple trousse de premiers secours et quelques fléchettes tranquillisantes, assez pour endormir le loup si le chaos éclatait, et une pensée que personne n'aimait envisager. Montant la garde à tour de rôle pendant la nuit,
il faisait face au poids moral d'intervenir dans la vigile de Silver. Était-il juste de l'enlever de force si son angoisse le condamnait à mourir de faim, ou était-il plus gentil de le laisser faire son deuil à sa manière, même si cela mettait sa vie en péril? Pendant ce temps, Valérie continuait son travail d'investigation, tissant la fidélité déchirante du loup dans un récit plus large de la responsabilité de l'humanité envers la nature. Bien qu'elle ait recueilli des éloges de certains lecteurs compréhensifs qui suivaient ses mises à jour en ligne, elle fit également face à une réaction violente de la part de ceux qui l'accusaient de sensationnaliser une situation dangereuse. Un courriel particulièrement virulent la réprimanda, « Vous nourrissez l'hystérie du loup ». Un autre exigeait qu'elle cesse d'idéaliser une bête sauvage. Valérie répondit avec une position ferme mais polie, déclarant qu'elle documentait simplement une réalité qui défiait toute catégorisation facile, une créature sauvage montrant une loyauté plus sincère que de nombreux humains. Au milieu de ces complexités croissantes, Chloé sentit son propre paysage émotionnel changer. Au début, elle avait été simplement attirée par compassion, par pitié pour le loup qui avait perdu sa gardienne. Mais au fil des jours, Chloé reconnut dans la dévotion inébranlable de Silver un miroir de la douleur humaine. Elle sentit que le loup éprouvait une douleur aussi réelle que celle de n'importe quel endeuillé. Dans les coins sombres de son esprit, une question persistait, un cœur si grand pouvait-il finalement s'autodétruire sous le poids de cette douleur? Chaque fois que Chloé essayait d'éloigner Silver de la tombe, offrant de l'eau fraîche ou des bouchées, elle sentait la bête trembler d'un désir douloureux. La culpabilité la rongeait. Peut-être que sa vigile inébranlable était pour lui le seul moyen d'honorer la mémoire de Monique, une promesse finale qu'il refusait de briser. À la maison, Eric luttait contre des nuits d'insomnie, retournant les scénarios dans sa tête. Devait-il organiser un sauvetage, emmener Silver de force si nécessaire pour préserver sa vie? Le loup pardonnerait-il une telle intrusion ou se déchaînerait-il dans la confusion et la trahison? Isabelle, la mère de Chloé, plus calme mais tout aussi préoccupée, proposa que peut-être la nature devrait suivre son cours. Si Silver appartenait vraiment à la nature, alors l'intervention humaine pourrait faire plus de mal. Les deux parents reconnaissaient l'angoisse qui s'emparerait de Chloé si Silver disparaissait ou mourait, mais ils partageaient la crainte que le loup ne renoncerait jamais à sa vigile à moins que quelqu'un n'intervienne. En coulisses, la neutralité de Sandrine s'effritait sous la pression de la division de la ville. Elle rendit visite au docteur Nicolas un après-midi glacial, se confiant, la moitié de ce village demande que le loup soit éliminé. L'autre moitié prétend que c'est un signe de la pureté de la nature. Mes supérieurs veulent une recommandation claire, mais je ne peux toujours pas décider si le tranquilliser de force est la bonne mesure. Le docteur Nicolas, les yeux fatigués, admit qu'il n'y avait pas de solution parfaite. Il n'est ni complètement sauvage, ni vraiment domestique. C'est un bourbier émotionnel, pas seulement un appel bureaucratique. Cette nuit-là, une tempête de vent inhabituellement forte frappa le village, abattant des branches et faisant vibrer les volets. Craignant que le loup ne gèle ou ne soit blessé par le vent, Eric et Stéphane s'aventurèrent dehors avec des lampes de poche et des couvertures épaisses. Ils trouvèrent Silver blotti contre la pierre tombale de Monique, sa fourrure fouettée par le vent implacable. Malgré les douces exhortations du père, l'appelant par son nom et lui offrant la sécurité d'un hangar voisin, le loup refusa de bouger. Des éclairs zébraient le ciel au loin, et le tonnerre grondait de manière inquiétante. Dans cet éclair de la fureur de la nature, Stéphane regarda la silhouette inébranlable de la créature et sentit une pointe d'impuissance. « Il va mourir ici s'il ne bouge pas », murmura le fermier, retenant des larmes de frustration. Lorsque la tempête se calma enfin, l'aube révéla le cimetière jonché de débris. La vue de Silver, le corps courbé contre le froid, fit pleurer Chloé. Elle se précipita à ses côtés, drapant une couverture autour de ses épaules. À sa grande surprise, Silver laissa échapper un léger gémissement et s'appuya contre elle dans une étreinte fragile pendant une seconde, comme s'il reconnaissait le réconfort. Puis, avec un frisson las, il retourna à sa place au pied de la tombe de Monique. Tout le village, ayant assisté ou entendu parler de sa vigile balayée par la tempête, tomba dans un silence sombre. Un consensus tacite se forma, quelque chose de monumental se déroulait ici, un témoignage d'amour et de perte qui transcendait l'ordinaire. En même temps, la tension monta en flèche, préparant le terrain pour un tournant décisif. Avec la décision finale de Sandrine imminente, la moitié de la population craignant pour sa sécurité et l'autre moitié envoûtée par la dévotion d'un loup, les lignes étaient clairement tracées. Le miracle de la loyauté de Silver se terminerait-il par une relocalisation forcée ou une acceptation tranquille de la part de la communauté? Et, plus urgent encore,
le loup lui-même pourrait-il survivre assez longtemps pour l'un ou l'autre résultat, s'accrochant à un souvenir qui, aux yeux de beaucoup, frisait le sacré? Un après-midi, un silence étrange enveloppa le cimetière. Le vent qui avait longtemps hurlé entre les pierres tombales se transforma en une légère brise. Les habitants du village, vaquant à leurs occupations, s'arrêtèrent, remarquant une quiétude inhabituelle dans l'air, comme le calme avant une tempête. À la tombe de Monique, Silver restait immobile comme toujours, refusant d'abandonner sa vigile. La neige s'accrochait encore à sa fourrure, mais il la secouait à peine, comme s'il rejetait toute pensée de confort. Chloé arriva, déposant soigneusement un bol de ragoût tiède. Elle tenta de le persuader de manger, mais le loup reconnut à peine son offrande. Au milieu de cette tension statique, un nouvel élément d'intrigue émergea. Un étranger arriva au village, se présentant à l'auberge locale comme Patrick, un expert autoproclamé en comportement de loup. La nouvelle du deuil particulier du loup géant était parvenue à ses oreilles, et il était venu offrir ses services pour s'occuper de l'affaire. Bien qu'il n'eût aucune accréditation officielle de la faune, l'attitude confiante de Patrick attira l'attention de ceux qui cherchaient des solutions rapides. Il promit une élimination en douceur du loup si les habitants le souhaitaient, bien qu'il restât vague sur les méthodes qu'il emploierait ou sur l'endroit où Silver pourrait finir. Sentant l'opportunité de se débarrasser d'une menace perçue, la faction dirigée par Thierry, qui avait précédemment tenté d'organiser une manifestation, s'enthousiasma pour la proposition de Patrick. Ils soutinrent que laisser un prédateur sauvage sans contrôle était trop risqué, surtout près d'un lieu de repos public pour les morts. Eric, le père de Chloé, commençant à se méfier de Patrick, parla en privé avec Stéphane et Valérie. Et si ce soi-disant expert n'est qu'un autre profiteur cherchant à exploiter Silver? Prévint-il, se rappelant les rumeurs antérieures d'individus sans scrupules voulant des animaux rares pour leur profit personnel. Valérie, enquêtant sur les antécédents de Patrick, ne découvrit qu'un patchwork de références aux des emplois occasionnels dans de petits zoos, une poignée d'articles de blog douteux sur la manipulation d'animaux exotiques. Rien de solide, rien de réputé. C'est soit un escroc, soit un amateur dangereusement inexpérimenté, conclut-elle, exhortant à la prudence. Sandrine, l'agent de la faune, prit également connaissance de l'arrivée de Patrick. Lorsqu'il tenta de la rencontrer, décrivant comment il pourrait relocaliser humainement ce loup surdimensionné, elle le pressa de fournir des permis et des références. Patrick, nerveux, éluda ces questions. Son refus de fournir des accréditations vérifiables ne fit qu'accroître sa méfiance. Pourtant, Thierry et ses alliés continuèrent de défendre l'offre de Patrick, faisant pression sur Sandrine pour le laisser s'occuper du problème. L'agent de la faune, pris entre les protocoles officiels et les exigences locales, commençait à perdre patience. Chaque fois qu'elle tentait de finaliser son rapport, de nouveaux arguments surgissaient, empêchant une résolution claire. Pendant ce temps, Chloé observait ces tensions croissantes avec une consternation grandissante. Chaque jour, le corps émacié et les yeux fatigués du loup lui rappelaient que le temps était compté. Si Silver continuait cette vigile affamée, sa vie tenait à un fil, indépendamment des plans de Patrick ou du résultat du rapport de Sandrine. Dans les moments de silence, Chloé chuchotait au loup des souvenirs de Monique, comment la vieille femme avait montré de la gentillesse envers les chats errants et avait même soigné un faon blessé jusqu'à ce qu'il se rétablisse plusieurs hivers auparavant. « Elle ne voudrait pas que tu meures ici », murmura Chloé, des larmes tachant ses joues. Pourtant, Silver ne faisait que la regarder, piégée dans son chagrin. Une nouvelle vague de peur parcourut le village lorsque Thierry et quelques partisans marchèrent vers le cimetière un matin frais, avec Patrick sur leurs talons. Ils transportaient des filets, des cordes et des fléchettes tranquillisantes achetées sur Internet, selon la rumeur, avec l'intention apparente de maîtriser le loup par la force. Une petite foule se rassembla pour observer de loin, ne sachant s'il fallait intervenir ou laisser les événements se dérouler. Eric, qui se précipita sur les lieux en entendant l'agitation, vit Chloé là, se tenant protectrice devant Silver. Son cœur battait la chamade alors qu'elle étendait les bras. « Ne faites pas ça !» cria-t-elle, la voix brisée, sachant que la moindre provocation pourrait déclencher la violence du loup ou des hommes effrayés. Patrick s'avança, une posture raide et arrogante. « Écarte-toi, petite, exigea-t-il. Ce loup est un danger et a besoin d'une manipulation professionnelle. » Eric se plaça rapidement à côté de sa fille, ignorant le regard de Patrick. À ce moment précaire, le loup leva la tête, les oreilles aplaties, émettant un grognement guttural. Le son était bas, palpitant à un avertissement plus qu'une attaque. Thierry, effrayé, leva un filet,
Mais Eric aboya, laissons Sandrine décider. Pris dans une impasse, Patrick hésita. Valérie apparut, son appareil photo prêt, capturant la scène tendue. Sandrine, qui s'était précipitée en apprenant la confrontation, arriva le visage fermé. Sa voix sévère coupe à l'air, personne n'agit ici sans autorisation. Elle se tourna vers Patrick, l'expression défiante. À moins que vous n'ayez un permis officiel pour capturer des animaux sauvages, vous êtes en train d'empiéter sur un cimetière et de mettre la communauté en danger. Embarrassé, Patrick tenta de protester, mais les murmures des habitants le noyèrent rapidement. Réalisant que son plan d'agir unilatéralement pourrait échouer sous l'examen public, Patrick baissa son équipement, lançant à Thierry un regard frustré. Dans ce répit, Chloé s'accroupit de nouveau à côté de Silver, des larmes de soulagement coulant sur ses joues. Le loup, bien que tremblant de tension, ne se déchaîna pas. Il ferma simplement les yeux, comme épuisé par ce siège perpétuel. La foule, auparavant hérissée de peur, semblait maintenant figée par une scène de détresse silencieuse. Même la colère de Thierry s'adoucit devant le désespoir palpable du loup, bien que l'orgueil l'empêchât de l'admettre ouvertement. Ainsi, la confrontation se termina par un match nul, pas d'expulsion forcée, pas de futur résolu pour Silver. Cependant, une nouvelle vague d'anxiété frappa le village. L'escalade de la tension indiquait que d'autres tentatives pourraient suivre à moins qu'une solution définitive n'émerge. Dans la foulée, Sandrine prit Eric à part. « Je terminerai mon rapport demain », dit-elle à voix basse. « Je conseillerais probablement la sédation et la relocalisation. Mais si le tollé public est assez fort, ou si l'approche du sanctuaire échoue, elle s'interrompit, laissant la sombre alternative non dite. Cette nuit-là, Eric et Stéphane, accompagnés de quelques voisins compatissants, reprirent la veille nocturne près du cimetière. Leur présence dissuada toute nouvelle tentative de Patrick ou de Thierry. Pourtant, le loup s'affaiblissait visiblement, touchant à peine la nourriture que Chloé lui offrait. Chaque fois qu'elle regardait dans ses yeux, elle sentait une lumière s'éteindre, comme si son esprit s'accrochait plus au souvenir de Monique qu'à sa propre vie. Dans ce silence de la lumière glaciale de la lune, il devint douloureusement évident qu'un point culminant était inévitable. Le village avait épuisé les demi-mesures, et le loup, en équilibre entre la vie et la mort, pourrait les forcer tous à assister à un acte qui remodèlerait à jamais leur vision du lien entre l'homme et la bête. Des nuages gris planaient au-dessus du cimetière, menaçant une autre vague de neige qui recouvrirait probablement les pierres tombales et Silver d'une autre couche glaciale. Malgré l'avertissement de Sandrine qu'elle finaliserait bientôt son rapport, aucune mesure immédiate n'avait été prise contre le loup. Les villageois se trouvaient dans une impasse tendue. Patrick, l'expert autoproclamé en loup, rôdait toujours en ville, attendant une autre occasion de prouver sa valeur, tandis que la faction de Thierry bouillonnait de frustration, exigeant une solution décisive. Pendant ce temps, Chloé, son père Eric, Stéphane, Valérie et un petit cercle de spectateurs empathiques maintenaient une veille quasi constante, s'assurant que personne d'autre ne tenterait de déplacer Silver de force ou de lui faire du mal. Dans cet équilibre précaire, une faible lueur d'espoir émergea d'une source inattendue, un sanctuaire de faune sauvage lointain spécialisé dans les grands canidés. Valérie, utilisant son réseau de contacts, réussit à joindre un ancien collègue qui confirma que le sanctuaire avait de la place pour un loup de plus, à condition que le loup puisse être transporté en toute sécurité et que le directeur de l'établissement estime que c'était dans le meilleur intérêt de l'animal. Désireuse de trouver une solution douce, Valérie transmit la nouvelle à Chloé et à son père. Ils enverraient un dresseur avec un équipement de sédation approprié, expliqua-t-elle. Rien de louche, pas de profit comme avec les méthodes suspectes de Patrick. Ce pourrait être la meilleure chance pour Silver de se remettre de son chagrin dans un environnement protégé. Les yeux de Chloé s'illuminèrent, partagés entre le soulagement et une tristesse persistante. Mais s'il veut rester ici, avec Monique? Est-ce qu'il nous détestera de l'avoir emmené? Eric posa une main réconfortante sur son épaule, reconnaissant le poids de sa question. Parfois, protéger quelqu'un signifie faire ce qu'il ne peut pas comprendre, dit-il doucement, regardant la silhouette stoïque du loup à travers la fenêtre de la maison. Il est en train de mourir là-bas, Chloé. Nous ne pouvons pas le laisser faire. La nouvelle d'une offre potentielle de sanctuaire se répandit rapidement. Certains habitants l'accueillirent favorablement, enfin une approche humaine, murmurèrent-ils, tandis que d'autres soulignèrent que déplacer de force une créature sauvage semblait toujours être une trahison. Patrick rejeta l'idée de laisser des étrangers intervenir, marmonnant sombrement qu'ils pouvaient faire le travail mieux et plus vite.
La clique de Thierry restait méfiante de tout plan qui n'assurait pas l'absence permanente du loup, grommelant à propos de prédateurs revenant les hanter. Néanmoins, une date fut provisoirement fixée pour que le gardien du sanctuaire arrive et évalue la situation. Pendant ces jours d'anxiété, Chloé passa plus de temps que jamais avec Silver, se faufilant au cimetière avant l'école et s'emmitouflant pour se protéger du froid glacial. De temps en temps, elle lui lisait à haute voix de vieux contes, les mêmes qu'elle imaginait que Monique aurait pu partager avec Silver dans la maison solitaire. Bien que le loup semblât ne pas prêter attention, elle se consolait avec ce rituel tranquille, convaincue que, d'une certaine manière, il se sentait moins seul. Un de ces matins, elle vit une femme âgée, Marie, une cousine éloignée de Monique arriver en retard pour les funérailles, déposer des fleurs fraîches sur la tombe. Observant les soins tendres de Chloé pour le loup, la cousine pleura doucement. Monique serait reconnaissante, murmura-t-elle, caressant la tête du loup alors qu'il permettait le plus bref des contacts. Elle disait toujours que l'amour pouvait apprivoiser même les cœurs les plus féroces. Pendant ce temps, Éric, le père de Chloé, se débattait avec un dilemme imprévu concernant l'approche du sanctuaire. Le docteur Nicolas l'avait averti que la sédation d'un loup dans un état émotionnel et physique aussi fragile comportait des risques. Si son corps est affaibli, le tranquillisant pourrait compliquer ses signes vitaux, prévint-il. Mais si nous ne le sédatons pas, le transporter en toute sécurité pourrait être impossible. Au fond, il reste une bête sauvage. Éric grimaça, se souvenant des énormes mâchoires du loup et de sa protection féroce. Il me connaît, ainsi que Chloé et quelques autres. Mais un étranger qui le pique avec une fléchette pourrait provoquer une réponse finale et désespérée. Valérie tenta de le rassurer, expliquant que le personnel du sanctuaire avait de l'expérience avec les canidés traumatisés. Ils ont géré des loups sauvés de conditions déplorables. Ils comprennent le chagrin et le stress mieux que la plupart, dit-elle. S'il y a un endroit où il peut trouver la paix, c'est là-bas. Dans ses yeux, Éric entrevit une tristesse réfléchie qui suggérait qu'elle avait été témoin de trop de fins tragiques dans sa carrière de journaliste. Une étincelle de détermination s'alluma en lui. S'il y avait une chance pour Silver, il se battrait pour elle. En haut, le ciel plombé libéra finalement sa neige. Des rafales de vent fouettaient la tombe, recouvrant la fourrure de Silver d'une couche de blanc brillant. Sandrine se tenait à une distance respectueuse, un presse-papier à la main. Elle observa le loup un long moment avant de s'approcher d'Éric et de Chloé. « J'ai décidé », commença-t-elle, sa voix trahissant un mélange de soulagement et d'inquiétude, de donner le feu vert au plan du sanctuaire. Nous nous coordonnerons avec eux pour transporter le loup hors de la ville. Je suis désolé si cela te déçoit, Chloé, mais je crois que c'est le meilleur résultat compte tenu des circonstances. Chloé hocha la tête, les larmes aux yeux, reconnaissante mais le cœur lourd. Le père remercia silencieusement Sandrine, reconnaissant sa position difficile. Cette nuit-là, dans une complication finale, Patrick fit un dernier effort, accostant Éric à l'extérieur de l'épicerie pour lui offrir ses services, promettant une élimination plus confidentielle. Le père refusa, déclarant calmement mais fermement qu'ils attendraient l'équipe professionnelle du sanctuaire. Patrick cracha de dégoût, les traitant d'imbéciles aveuglés par un monstre. Valérie, qui l'entendit, le confronta avec son appareil photo, capturant sa diatribe enflammée. Réalisant qu'il avait perdu la faveur du public, Patrick partit en trombe dans la neige tourbillonnante, laissant derrière lui un sentiment inquiétant d'animosité inachevée. Ainsi, tous les éléments convergèrent, un loup au cœur brisé s'accrochant à sa vigile au cimetière, un village divisé entre la peur et l'empathie, une équipe légitime de sanctuaire à l'horizon, et un trappeur autoproclamé bouillonnant de rage face à ses ambitions frustrées. La tension monta alors qu'Éric alluma une lanterne sur son Porsche, montant la garde toute la nuit. Dans sa poitrine, un cocktail de soulagement, de crainte et de chagrin pour l'inévitable adieu s'agitait. À l'intérieur, Chloé était assise près de la fenêtre, priant en silence pour que Silver puisse comprendre le moment venu. Elle refusait d'accepter qu'une mission de sauvetage puisse ressembler à une trahison. Il m'a sauvé de l'apathie, se dit-elle, se souvenant de la grâce tranquille du loup et de sa loyauté protectrice. Maintenant, c'est à mon tour de le sauver du désespoir. Au milieu des vents tourbillonnants et des pierres tombales silencieuses, la scène était prête. Les prochains jours décideraient si l'histoire de Silver se terminerait par un passage en douceur vers un nouveau départ ou se dénouerait en tragédie sur la tombe enneigée de Monique. Dans ce calme fragile avant l'acte final, chaque personnage se préparait à ce qui allait suivre une épreuve ultime pour savoir si la dévotion pouvait triompher du chagrin, et si l'angoisse du loup pouvait encore se transformer en un miracle de survie et de seconde chance.
Une nouvelle couche de neige amortissait les rues du village, créant une quiétude étrange. Dans le cimetière, un silence inquiétant persistait au pas de murmure, juste l'imposant loup près de la tombe de Monique. Cependant, derrière ce silence fragile, les tensions montaient jusqu'à un point de rupture. Les villageois sympathiques à Silver continuaient de laisser de la nourriture et de l'eau à une distance respectueuse, tandis que ceux qui étaient mal à l'aise avec sa présence devenaient de plus en plus bruyants. Incertain de combien de temps il pourrait attendre l'équipe du sanctuaire, beaucoup se demandaient si Silver succomberait au chagrin avant l'arrivée des secours. La plus grande vague de malaise vint lorsque Patrick, toujours aigri par son rejet, commença à répandre des rumeurs selon lesquelles le loup était devenu vicieux. Il racontait à qui voulait l'entendre que, ce n'est qu'une question de temps avant que ce monstre n'attaque un enfant. Pour alimenter l'anxiété, il prétendit avoir des informations privilégiées selon lesquelles Silver avait déjà mordu quelqu'un, un mensonge qu'il fit circuler sans preuve. La rumeur enflamma le petit mais fervent groupe de Thierry, qui organisa une manifestation aux portes du cimetière. Il brandissait des pancartes exigeant « Enlevez le loup maintenant » et « Les bêtes sauvages n'ont pas leur place ici ». Quelques passants se joignirent à eux, par peur ou par curiosité, formant un groupe tendu près de l'entrée. Chloé et son père assistèrent au rassemblement de loin, le cœur serré. Valérie, son appareil photo en bandoulière, les guida à l'intérieur du cimetière, déterminée à documenter les deux côtés. Les manifestants, en les voyant, crièrent des avertissements « Nous ne resterons pas les bras croisés pendant qu'un prédateur rôde parmi nos morts ». Eric serra la mâchoire, la guidant pour qu'elle continue d'avancer. En s'approchant, ils trouvèrent Silver debout, vigilant comme toujours, la neige couvrant son pelage. Les oreilles du loup frémirent à la commotion lointaine, mais il resta près de la tombe, tremblant de froid ou de chagrin. Le silence se fit au moment où Chloé s'agenouilla à côté du loup, l'appelant doucement par son nom. Les manifestants se turent, observant la bête énorme permettre qu'on la touche. Eric parla, la voix teintée de frustration, « Regardez-le. Il n'attaque personne. Il est en deuil. » Même certains partisans de Thierry hésitèrent, la scène se heurtant à leur peur. Patrick, cependant, saisit l'instant pour lancer un défi. « Vous mettez cette fille en danger en la laissant s'approcher d'un loup. » cria-t-il, pointant agressivement du doigt. Chloé leva les yeux, des larmes brillantes. « Il ne m'a jamais fait de mal, » insista-t-elle. « Il ne fait de mal qu'à lui-même en restant ici. » Malgré la tension, un mouvement s'agita à l'arrière de la foule. Sandrine, l'agent de la faune, s'avança avec un regard solennel. « Je viens de parler au sanctuaire », annonça-t-elle d'une voix calme. « Leur équipe de transport peut arriver demain si le village donne son accord. Ils tranquilliseront le loup de manière humaine et l'emmèneront dans un habitat protégé. » Une vague de murmures parcourut les spectateurs. Certains poussèrent un soupir de soulagement, espérant que cela rétablirait la paix. D'autres restèrent inquiets, craignant que la sédation ne tourne mal ou qu'un loup acculé ne réagisse avec fureur. Thierry, le visage rougi par le froid, aboya une réplique « Il appartient à la nature ou il n'appartient à nulle part. Je dis qu'on l'abatte. Personne ne peut garantir notre sécurité autrement. » Quelques manifestants murmurèrent leur accord, bien que leur résolution faiblît sous l'examen de l'objectif de l'appareil photo de Valérie. Chloé fit face à Thierry, le ton bas mais chargé, « Le tuer ne résout rien. Il n'est pas une menace. Il est perdu et en deuil. » Thierry ricana mais ne dit plus rien, sentant peut-être le changement d'humeur de la foule. Cette nuit-là, alors que l'obscurité enveloppait une fois de plus le cimetière, Eric rejoignit Stéphane et quelques voisins pour leur veille nocturne habituelle. Ils allumèrent un petit feu discret près des portes pour s'assurer qu'aucun groupe bruyant ne tenterait de chasser Silver sous le couvert de la nuit. Malgré les protestations, une poignée de villageois, émus par la dévotion du loup, arrivèrent avec des thermos de chocolat chaud et des couvertures à partager avec les veilleurs. Une camaraderie inhabituelle se forma entre des personnes qui, quelques jours auparavant, se parlaient à peine ou étaient en désaccord fervent sur le sort du loup. Les heures passèrent, ils racontèrent des histoires sur la gentillesse de Monique, se rappelant comment elle avait autrefois soigné un poulain abandonné ou offert un abri à des voyageurs lors d'une tempête furieuse. Dans chaque souvenir, il entrevoyait un reflet de l'amour qu'elle avait montré à Silver. De retour à la maison, Chloé et Valérie se préparèrent à l'arrivée de l'équipe du sanctuaire. Le docteur Nicolas prévoyait de superviser la sédation, s'assurant que le corps épuisé de Silver subirait un stress minimal. Chloé alternait entre le chagrin que Silver puisse être emmené et le soulagement que le loup ne mourrait pas lentement de faim sur la tombe.
Elle confia à Valérie, s'il vit au sanctuaire, au moins il aura une chance de guérir. Mais nous pardonnera-t-il un jour de l'avoir déplacé? Valérie haussa les épaules avec gentillesse, les yeux bienveillants. Les animaux ont leur façon de comprendre. Parfois, la plus grande gentillesse est de les sauver de leur propre désespoir, même s'ils ne le voient pas au début. Mais tout le monde ne partageait pas cette perspective pleine d'espoir. Patrick, sentant une dernière chance de prouver sa valeur, fulminait contre l'opération imminente du sanctuaire. Des rumeurs suggéraient qu'il pourrait tenter un dernier coup à minuit, capturant Silver avec son propre équipement pour le vendre ou réclamer une récompense. Cette rumeur poussa Eric à recruter discrètement plus de voisins pour monter la garde pendant la nuit, déterminé à éviter tout jeu déloyal. Philippe, le garde-chasse, resta en alerte, patrouillant le périmètre du cimetière. Chaque craquement de neige sous ses pieds les tenait tous en haleine, s'attendant à des ennuis à tout moment. Alors que les dernières heures avant l'arrivée du sanctuaire passaient, la tension émotionnelle montait. La santé du loup se détériorait, chaque respiration semblait difficile. Chloé, au bord des larmes, remarqua un nouveau tremblement dans les pattes de Silver, comme si se tenir debout était devenu un effort monumental. Eric s'agenouilla à leur côté, pressant une gourde de bouillon chaud contre le museau du loup. Pour la première fois depuis des jours, Silver le lécha faiblement, une faible lueur d'acceptation brillant dans ses yeux. Les veilleurs, témoins de la scène fragile, échangèrent des regards soulagés. Peut-être que le loup sentait que l'aide arrivait. Tard cette nuit-là, la lumière des étoiles brillait sur les pierres tombales. Les veilleurs se blottirent autour d'une lanterne, formant une dernière ligne de défense contre des manifestants mal avisés ou des braconniers opportunistes. Chaque visage reflétait la fatigue, mais aussi une détermination tranquille. Au loin, le hurlement d'un coyote solitaire dériva sur la neige, et Chloé se demanda si Silver aspirait à répondre à cet appel, à rejoindre la nature qu'il savait qu'il manquait. Ainsi, avec l'aube sur le point d'amener les professionnels du sanctuaire et un verdict final, la ville se prépara au point culminant. Silver consentirait-il à la sédation et au transport, ou son dernier vestige d'esprit sauvage résisterait-il, risquant un résultat tragique? Dans le silence du cimetière glacial, entre le chagrin et le salut, chaque personnage attendait le moment décisif, le cœur battant d'un mélange de crainte et d'espoir. La question tacite persistait dans chaque souffle glacial, cela se terminerait-il par un sauvetage silencieux ou une perte irrévocable? Le matin arriva dans une lueur de nuages roses et dorés, le soleil se levant sur l'horizon enneigé comme pour assister à l'acte final de la vigile du loup. L'équipe du sanctuaire devait arriver à midi, et tout le village semblait retenir son souffle en prévision. Un silence enveloppait le cimetière, rompu seulement par le craquement des bottes sur la glace alors que Chloé, son père et un petit groupe de voisins se dirigeaient vers le site. Au-delà du portail, Silver gisait immobile près de la tombe de Monique, sa forme autrefois majestueuse semblant fragile sous la lumière vive. Les yeux de Chloé se remplirent de larmes en le voyant. Les respirations du loup étaient superficielles, chaque expiration embuant l'air glacial. Il avait enduré des semaines de deuil et de faim, et cela se voyait. Bien qu'elle s'approchât avec prudence, apportant du bouillon chaud, le loup leva à peine la tête. Un léger gémissement s'échappa de lui, comme s'il reconnaissait sa présence sans avoir l'énergie de réagir davantage. Pendant ce temps, Sandrine arriva avec Philippe et un autre garde-chasse, passant en revue la logistique de dernière minute pour le transfert du sanctuaire. Il prévoyait de tranquilliser doucement Silver, puis de le charger dans une fourgonnette de transport spécialisée. Le docteur Nicolas, préparé avec des sédatifs qui minimisaient les risques, serra sa mallette médicale, le visage sombre mais résolu. « C'est notre meilleure chance », dit-il à tout le monde d'une voix rassurante. Il ne peut pas survivre beaucoup plus longtemps à cette vigile. C'est pour son propre bien. Cependant, la tension dans l'air laissait présager une possible interférence. Patrick, l'expert autoproclamé en loup, rôdait toujours dans les parages, visiblement mécontent d'avoir été mis à l'écart. La faction de Thierry s'était également rassemblée à distance, les visages méfiants. Et Chloé, tremblante d'un mélange de soulagement et de tristesse, se tenait près de son père, incertaine de la façon dont les événements du matin se dérouleraient. Chaque faction osseuse en faveur du sauvetage, ceux exigeant l'élimination de Silver, et ceux nourrissant des intentions plus sombres semblaient prêtes pour une confrontation finale. Peu avant midi, la fourgonnette de l'équipe du sanctuaire s'arrêta près du cimetière. Une paire de gardiens à l'air calme en sortit, vêtus de grosses vestes d'hiver, leur équipement faisant un léger bruit aux fléchettes tranquillisantes, couverture et une civière pliante. En examinant la scène,
Ils échangèrent des regards significatifs. Il était clair que ce n'était pas un sauvetage ordinaire. Ils se présentèrent à Sandrine et au docteur Nicolas, qui expliquèrent rapidement le scénario à voix basse. Chloé écouta, le cœur battant à chaque fois qu'elle entendait le mot « sédation ». Finalement, les gardiens s'approchèrent de Chloé et de son père. L'un s'agenouilla pour parler à Chloé à hauteur des yeux, offrant un sourire aimable. « Nous promettons d'être doux. Nous avons déjà fait ça avec des loups traumatisés. Minimiser le stress est la clé. » Chloé hocha la tête, les larmes aux yeux. « Il a traversé beaucoup de choses, murmura-t-elle. S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. » Le regard du gardien se tourna vers la silhouette tremblante de Silver. « Nous ferons de notre mieux. » Le plan établi, le docteur Nicolas prépara une seringue de sédatif, expliquant qu'ils essaieraient d'abord une dose douce pour calmer le loup. S'il permettait à Chloé ou à son père de s'approcher, il pourrait administrer l'injection discrètement. S'il résistait, les dresseurs utiliseraient un fusil à fléchette à distance. Eric hésita, se rappelant comment le loup avait fermement gardé Monique. Verrait-il la sédation comme une trahison finale? Cependant, un regard sur le visage inquiet de Chloé renforça sa détermination. Tout risque de malentendu valait la peine pour sauver la vie du loup. Ils avancèrent lentement vers la tombe, Eric en tête, suivi de près par Chloé portant un morceau de viande cuite, espérant que Silver mangerait. Les dresseurs et le docteur Nicolas suivaient à une distance prudente, le tranquillisant près. Philippe et Sandrine restèrent près du portail, observant attentivement, prêts à intervenir si les partisans de Patrick ou de Thierry tentaient d'interrompre la procédure. Silver bougea à leur approche, levant sa lourde tête pour regarder Chloé. Elle s'agenouilla, le cœur serré. « Ça va aller », murmura-t-elle d'une voix tremblante. Avec précaution, elle lui offrit la viande. Le loup renifla, puis laissa échapper un léger gémissement, mais ne se détourna pas. À ce moment fugace, Eric fit signe au docteur Nicolas de s'approcher. Les mains légèrement tremblantes, le vétérinaire s'agenouilla de l'autre côté, la seringue cachée dans la manche de son manteau. Tandis que Chloé caressait la fourrure du loup, chuchotant des mots réconfortants, le docteur Nicolas administra le sédatif d'un mouvement rapide et expert, à peine plus qu'une piqûre. Silver se raidit, laissant échapper un gémissement de douleur, mais ne se déchaîna pas. La poitrine de Chloé se serra en l'entendant, une partie d'elle criant que c'était une trahison. Mais elle ravala sa culpabilité, sachant que c'était pour la survie de Silver. Le loup tremblait, la confusion brillant dans ses yeux dorés alors que le sédatif faisait effet. Dans le silence, le petit groupe attendit. Lentement, les membres de Silver se détendirent, ses paupières se fermèrent. Avec l'approbation du docteur Nicolas, les gardiens du sanctuaire s'approchèrent. Ils firent glisser avec précaution une civière à côté du loup, parlant à voix basse et rassurante pour maintenir le calme. Eric, les bras tendus par l'émotion, les aida à soulever la silhouette inerte mais toujours vivante de Silver sur la civière. Chloé, les larmes coulant sur ses joues, tint le museau du loup une dernière fois, l'esprit rempli de souvenirs de la façon dont elle avait été témoin de sa dévotion inébranlable. Le moment était chargé d'intensité émotionnelle alors que les spectateurs du village soupiraient de soulagement ou regardaient avec scepticisme. Patrick, tapi sur le bord, fronça les sourcils mais n'osa pas intervenir. Le groupe de Thierry resta silencieux, confronté à la compassion brute qui se déroulait sous leurs yeux. Valérie captura chaque seconde avec son appareil photo le visage de Chloé couvert de larmes, la prise tremblante du père, la précision soignée des gardiens, et le loup déchu, toujours déchirant de loyauté même sous sédation. Alors qu'ils transportaient Silver vers la fourgonnette en attente, un silence inattendu s'empara du cimetière. C'était comme si même le vent s'arrêtait pour assister. Eric aida à placer la civière à l'intérieur, déposant doucement le loup sur la literie moelleuse fournie par l'équipe du sanctuaire. Chloé resta sur le seuil, réticente à le laisser partir. L'un des gardiens posa une main réconfortante sur son épaule. « Il aura besoin de temps, mais nous ferons de notre mieux pour l'aider à guérir, promirent-ils. » Chloé hocha faiblement la tête, les larmes brillant dans la pâle lumière du jour. Puis vint la confrontation finale, un silence collectif alors que les portes de la fourgonnette se fermaient, la silhouette immense de Silver maintenant hors de vue. Pendant un instant à bout de souffle, personne ne bougea, partagé entre la gratitude et le chagrin que la vigile du loup se soit terminée par des sédatifs plutôt que par un départ paisible selon ses propres termes. Cependant, malgré tous les débats, l'angoisse et la peur, un sentiment de profond soulagement parcourut Chloé et son père.
la menace des justiciers, la fin imminente, la triste possibilité que le loup meure sur la tombe de Monique où tout cela avait été évité. Alors que la fourgonnette s'éloignait du cimetière, la neige tourbillonnant, Chloé la regarda jusqu'à ce qu'elle disparaisse de sa vue. Son père la conduisit doucement vers la tombe, où une seule empreinte de patte, la dernière trace physique de Silver, restait gravée dans la neige. Chloé s'agenouilla, pressant l'empreinte d'une main tremblante. « Merci », murmura-t-elle, la voix brisée. C'était comme un adieu, à la fois à Monique et au chagrin brut du loup. Eric s'agenouilla à ses côtés, la serrant dans ses bras. Dans le silence de ce moment, une compréhension tacite s'installa entre eux. Ils avaient été témoins d'un amour si pur qu'il transcendait les espèces et même la mort. Que l'avenir de Silver soit un retour à la nature ou une adaptation à la vie en sanctuaire, le miracle de sa dévotion perdurerait dans leur cœur et dans ceux de tous ceux qui en avaient été témoins. Un silence de mort s'abattit sur le village après le départ de la fourgonnette du sanctuaire avec le loup sédaté. Le bourdonnement des débats, les protestations au cimetière, les réunions feutrées sur le « problème du loup », les fanfaronnades de Patrick où tout s'apaisa silencieusement. Bien que le soulagement flottât dans l'air, une incertitude persistante tenait tout le monde en haleine. Silver trouverait-il vraiment la paix au sanctuaire, où la sédation forcée et la séparation de la tombe de Monique approfondiraient son désespoir? Au fil des jours, des nouvelles arrivèrent. Le docteur Nicolas échangea des appels avec le personnel du sanctuaire, qui rapporta que Silver était réceptif mais agité. Ils décrivirent comment il passait des heures à fixer la clôture de l'enclos, hurlant tristement chaque fois que d'autres loups s'approchaient. Pourtant, une lueur d'espoir brillait dans leurs paroles, il mangeait maintenant, bien qu'avec prudence ou une amélioration par rapport à son jeûne auto-imposé sur la tombe de Monique. Chloé, en entendant ces bribes, sentit sa poitrine se soulager un peu. Chaque pas en avant de Silver, aussi petit soit-il, offrait un rayon de réconfort. Mais tout le monde n'accepta pas le résultat aussi paisiblement. La clique de Thierry, bien que son foyer se soit dissous avec le départ de Silver, continuait de s'exprimer dans les bistrots locaux, murmurant que la ville avait échappé à une balle en envoyant simplement le loup au loin. Patrick, piqué par la préférence du public pour l'équipe du sanctuaire par rapport à ses méthodes douteuses, fit un spectacle de quitter la ville avec colère, marmonnant sombrement sur les gens qui ne respectent pas la véritable expertise. Ces ressentiments, bien qu'atténués, laissèrent un courant de tension, comme si le moindre faux pas pouvait raviver de vieilles peurs. Eric, observant le changement d'attitude, réalisa que l'histoire était loin d'être terminée pour ceux qui s'étaient profondément souciés de Silver. Jour après jour, Chloé le harcelait pour qu'il vérifie s'il y avait plus de nouvelles du docteur Nicolas, désespéré de trouver des signes que le loup guérissait, tant émotionnellement que physiquement. Le père sentait aussi que Chloé luttait avec un enchevêtrement de culpabilité. Elle avait voulu sauver Silver, mais elle détestait l'idée qu'il languisse en captivité. Il la rassura, lui disant que si le sanctuaire le jugeait faisable, il pourrait un jour lui rendre visite, ou même voir si Silver pouvait être réintroduit dans une forêt protégée. Pendant ce temps, Valérie continuait d'écrire les derniers chapitres de son article exhaustif. Elle interrogea les villageois, capturant leurs perspectives changeantes maintenant que Silver était parti. Certains parlaient de soulagement, d'autres d'un pincement au cœur que le cimetière n'abrite plus ce symbole de loyauté. Stéphane admit qu'il se surprenait parfois à errer près de la tombe de Monique par habitude, s'attendant à voir le loup toujours là. Une partie de moi me manque, avoua le fermier à voix basse. Aussi étrange que cela puisse paraître, cette silhouette monstrueuse sur la tombe était devenue réconfortante à sa manière. Un rebondissement inattendu émergea des effets personnels de Monique. En triant ses maigres possessions, une cousine éloignée, Marie, découvrit un petit journal. Ces pages révélaient des aperçus des réflexions de Monique sur l'élevage de Silver, comment elle l'avait en effet sauvé d'une tanière effondrée après que des braconniers eurent tué sa mère. Les notes manuscrites détaillaient la croissance du louveteau, son intelligence remarquable et ses craintes tacites que si elle mourait la première, il serait laissé à la dérive. Marie, émue par les entrées sincères, les partagea avec Chloé, qui lut chaque ligne les larmes aux yeux. « Il n'a jamais été vraiment sauvage depuis le début », murmura Chloé, la voix tremblante. Il était orphelin, et elle l'a aimé dès le premier jour. Le contenu du journal donna à Valérie une nouvelle perspective, que la dévotion inébranlable de Silver sur la tombe n'était pas simplement un sens mystique de la loyauté d'un loup, mais le point culminant d'un lien de toute une vie, mère et fils en tout sauf le nom. Elle tissa ses révélations dans la version finale de son article, transformant l'histoire en un témoignage poignant de ce qui peut s'épanouir lorsque la compassion rencontre le besoin d'une créature. Au milieu de ces développements, Sandrine,
l'agent de la faune, prépara un rapport final sur toute l'affaire. Dans un rare moment de franchise, elle admit à Eric « Je suis venu ici en m'attendant à commander un scénario standard de capture ou d'euthanasie. Mais la réaction de votre communauté et le comportement de ce loup m'ont montré que ces histoires ont plus de profondeur que les règles sur papier. Je suis changé par cela. » Sa recommandation finale louait l'implication du sanctuaire, suggérait de nouvelles directives pour traiter des cas similaires et exhortait doucement la ville à former un comité local de la faune. Si à l'avenir, un louveteau orphelin ou une créature sauvage avait besoin d'aide, une réponse structurée pourrait éviter le chaos qu'ils avaient enduré cette fois-ci. Pour Chloé, le moment le plus émouvant arriva lorsque le docteur Nicolas l'informa que le sanctuaire avait rapporté une percée surprenante. Après des semaines de nervosité et de hurlements, Silver avait commencé à interagir timidement avec un autre loup sauvé ou une femelle plus âgée à qui il manquait une oreille et qui venait également d'un milieu traumatisant. Leur reniflement prudent et leur hurlement partagé indiquaient que Silver pourrait trouver un nouveau lien de meute, l'aidant à soulager progressivement son chagrin pour Monique. Chloé sanglota silencieusement en apprenant la nouvelle, le soulagement se mêlant à la tristesse qu'il ne retournerait jamais sur cette tombe solitaire. Lors d'un petit service commémoratif organisé par les quelques personnes qui avaient chéri la force tranquille de Monique, Chloé plaça une modeste plaque dans le cimetière, en mémoire de Monique et de son loup, dont le lien nous a rappelé que l'amour ne connaît pas de limite. Eric, Stéphane, Valérie et une poignée de voisins se tenaient autour de la tombe, la neige saupoudrant leurs manteaux. Chacun sentit les répliques de l'histoire dans sa propre vie. Certains étaient devenus plus empathiques, d'autres avaient réévalué de vieux préjugés sur la faune. Même Philippe, le garde-chasse, s'arrêta pour présenter ses respects, reconnaissant que parfois les catégories légales nettes des « animal dangereux » et des « animal de compagnie domestiqué » ne saisissaient pas toute la complexité d'un lien comme celui de Monique et de Silver. Dans ces derniers moments avant la véritable résolution, la ville semblait en suspens, se souvenant de la vigile du loup comme d'un témoignage de dévotion qui transcendait les espèces. Le conflit principal avait été résolu avec la sédation et le transfert de Silver, mais les questions morales persistaient. Le loup avait-il trouvé la paix? Les blessures du chagrin et de la captivité pourraient-elles être guéries par les soins du sanctuaire? Et pour Chloé, qui avait mis tout son cœur à sauver Silver, un vœu tacite se forma, un jour, elle le reverrait, quelle que soit la distance. Dans ce vœu, une étincelle de l'esprit même de Monique continuait de vivre la conviction que combler le fossé entre les humains et les bêtes pouvait produire des miracles. Enfin, le crépuscule s'empara du cimetière. La plaque fraîchement placée capta la faible lumière, et Chloé traça doucement les mots gravés du bout de ses doigts gantés. Son père posa un bras réconfortant autour de ses épaules. Valérie prit une dernière photo, capturant la scène sereine de la neige recouvrant la tombe, maintenant libérée de la vigile du loup. Et bien que le vent d'hiver chuchotât entre les arbres, un air de promesse persistait, comme si l'amour de Monique et la loyauté de Silver avaient fait place à une nouvelle compassion entre tous. Au plus profond des montagnes boisées, où le sanctuaire se nichait parmi des pins centenaires, le loup géant connu sous le nom de Silver arpentait sans relâche un enclos spacieux. Des semaines s'étaient écoulées depuis qu'il avait été enlevé du cimetière, mais le souvenir de Monique et de sa tombe semblait s'accrocher à lui à chaque respiration. Les membres du personnel observaient comment il refusait de s'intégrer pleinement avec les autres loups, en particulier la femelle plus âgée qui tolérait parfois sa compagnie. Ses grands yeux ambrés fixaient souvent le portail de l'enclos, comme s'il attendait un appel tacite pour le faire revenir. Bien qu'il ne se laissât plus mourir de faim, l'étincelle dans son regard restait faible, éclipsée par une tristesse persistante. Pour Chloé, la vie dans le village avait retrouvé une apparence de normalité. Le cimetière n'attirait plus les foules ni les manifestations, sa tranquillité retournant au silence quotidien d'un lieu de repos pour les défunts. Une humble plaque en l'honneur de Monique et de son loup était tout ce qui restait pour commémorer l'extraordinaire vigile qui avait autrefois captivé tout le monde. Pourtant, le cœur de Chloé aspirait toujours à une conclusion. Les nouvelles du sanctuaire arrivaient en mise à jour sporadique, Silver était stable, physiquement guéri, mais émotionnellement distant. Un appel téléphonique crépitant du docteur Nicolas transmettait l'inquiétude croissante du personnel que le loup ne se lierait peut-être jamais à une nouvelle meute s'il restait enfermé dans le chagrin. Puis vint le catalyseur de la résolution finale. Valérie, après des semaines d'édition et de réflexion, publia son article approfondi sur l'histoire de Silver, le loup qui ne voulait pas partir. L'article, qui tissait les interviews des villageois, les récits larmoyants de Chloé, les idées médicales du docteur Nicolas et l'admiration réticente de Sandrine, attira rapidement l'attention bien au-delà de leur petite région. Des courriels et des lettres affluèrent d'amateurs de faune,
d'âmes empathiques et de personnes touchées par l'idée qu'un animal puisse nourrir une dévotion si profonde. Alors que Chloé lisait ces messages, une lueur d'inspiration surgit. Beaucoup écrivaient sur la façon dont les animaux avaient parfois besoin d'un dernier adieu, d'une chance de voir ou de sentir le lieu de repos de leur être cher pour pouvoir avancer. Le concept semblait à la fois mystique et étrangement logique. Après tout, les animaux avaient des instincts de conclusion, tout comme les humains. Silver aurait-il besoin d'un dernier moment sur la tombe de Monique pour libérer son chagrin? Portant cette idée à son père, Chloé proposa timidement un plan audacieux. Et s'il ramenait Silver au village, une dernière fois, dans des conditions contrôlées? Le laisser assister à la tombe de Monique une fois de plus, dans un environnement de soutien, lui offrirait peut-être l'adieu qu'il n'avait jamais eu sous sédation. Son père hésita. Il y avait des risques évidents, et la ville pourrait ne pas consentir facilement à réintroduire le loup. Mais la conviction de Chloé, soutenue par la nouvelle vague de lecteurs de Valérie qui défendait l'idée de l'agence animale, raviva l'espoir. Le docteur Nicolas, en entendant le plan de Chloé, exprima son accord prudent. Si le personnel du sanctuaire est disposé et que nous prenons toutes les précautions de sécurité, cela pourrait l'aider émotionnellement, lui donner la conclusion qu'il semble ne pas avoir. Même Sandrine, initialement sceptique, reconnut que le concept s'inscrivait dans un cadre compatissant, à condition que le transport du loup se fasse avec sédation et une surveillance méticuleuse. Le plus grand obstacle restait de persuader le sanctuaire de retourner le loup à l'endroit où il avait failli mourir en le protégeant. Après plusieurs conférences téléphoniques, le directeur du sanctuaire, ému par l'article de Valérie, accepta une visite supervisée à une condition, que toute la ville coordonne les mesures de sécurité pour éviter un fiasco. Au moindre signe de vigilantisme ou de chaos, le plan serait annulé. Face à ce défi, le village, autrefois fracturé, s'unit dans une démonstration inattendue d'unité. La faction de Thierry, bien que peu enthousiaste, admit qu'un événement organisé et fortement supervisé pourrait être plus sûr que de risquer des tentatives clandestines par des individus sans scrupules. Stéphane se porta volontaire pour aider à monter la garde, tandis qu'Éric offrit sa cour pour une brève halte si nécessaire. Et ainsi, un matin frais, des semaines plus tard, une fourgonnette de transport du sanctuaire arriva une fois de plus au village. Des foules se rassemblèrent à une distance respectueuse, curieuse mais quelque peu respectueuse. Chloé, tremblante d'anticipation, regarda le gardien sortir avec un Silver légèrement sédaté. Le corps énorme du loup montrait toujours cette force royale, mais ses yeux avaient un air tourmenté. Le docteur Nicolas et Sandrine restèrent à proximité, s'assurant que personne ne panique. Le plan était simple, escorter Silver au cimetière pour une brève visite contrôlée de la tombe de Monique, puis le retourner au sanctuaire au crépuscule. Un silence s'empara des habitants lorsque le groupe entra dans le cimetière. La neige scintillait sur les pierres tombales, intactes à l'exception des empreintes du gardien. Chloé marchait devant, guidant Silver avec une laisse souple. Il se déplaçait avec raideur et prudence, le museau tremblant aux odeurs familières. Au moment où il s'approcha du lieu de repos final de Monique, un tremblement visible parcourut son corps. C'était comme s'il reconnaissait chaque arbre, chaque flocon de neige, et le souvenir de sa vigile lui revint. Dans un silence stupéfait, les spectateurs regardèrent Silver avancer, les yeux fixés sur la simple croix qui marquait la tombe de Monique. Il laissa échapper un gémissement bas, moitié grognement, moitié lamentation, et s'affaissa dans la neige, le museau pressé contre la base de la croix. Chloé sentit un frisson la parcourir. Elle avait espéré qu'il trouverait du réconfort, mais au lieu de cela, son chagrin sembla le submerger à nouveau. Elle s'agenouilla, ignorant les nœuds dans sa gorge, et posa une main sur son épais pelage. « Ça va aller » murmura-t-elle, des larmes lui piquant les yeux. « Nous t'avons ramené pour que tu saches quelle est en paix maintenant. Tu peux être libre. » Puis vint la résolution étonnante que personne n'avait anticipée. Lentement, Silver se leva, la tête inclinée vers le ciel. Un hurlement déchirant et lugubre jaillit de sa gorge, résonnant dans le cimetière silencieux et faisant frissonner tous les spectateurs. Il continua, brut et déchirant, comme si le loup déversait jusqu'à la dernière goutte de son chagrin persistant. Certaines personnes se mirent à pleurer, d'autres inclinèrent la tête dans un moment de respect. Puis, lorsque le hurlement prit fin, Silver leva le museau de la croix. Il se tourna, frôlant la joue de Chloé de son museau dans un geste fugace mais délibéré comme un dernier adieu. Et dans le silence qui suivit, il expira un long soupir, relaxant ses épaules pour la première fois depuis longtemps.
On ne savait pas si une vague de soulagement ou d'acceptation parcourait son corps, ou si la sédation influençait encore ses émotions. Mais à ce moment, Silver s'éloigna de la tombe sans la réticence hésitante qui l'avait autrefois tenu captif. Le dresseur le guida doucement vers la fourgonnette, et pour la première fois, il ne fit aucun effort pour rester en arrière. Chloé, les larmes coulant librement, laissa échapper le souffle qu'elle avait retenu. La foule s'écarta, stupéfaite par ce qui semblait être un rituel de conclusion, à la fois pour le loup et pour la mémoire de Monique. Alors qu'il chargeait Silver dans le véhicule de transport, Eric posa un bras réconfortant autour des épaules de Chloé. « Il la laisse partir », murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. Valérie captura les dernières images du départ du loup, les larmes aux yeux. Philippe, les bras croisés, hocha la tête avec respect. Même Thierry, en marge de la foule, baissa les yeux dans une rare démonstration d'admiration silencieuse. Ainsi, avec ce hurlement déchirant et cette acceptation tranquille, l'histoire de Silver atteignit son apogée émotionnel. La tension qui avait autrefois enveloppé le village dans la peur et le conflit se dissolut dans un soupir collectif de respect. Pendant un moment, tout le monde comprit le pouvoir d'un lien qui transcendait la logique, la dévotion inébranlable d'un loup envers celle qui l'avait élevé, et la compassion d'une communauté qui, même dans sa réticence, avait trouvé un moyen d'honorer ce lien. Bientôt, les portes de la fourgonnette se fermèrent avec un bruit sourd, et le moteur rugit alors qu'elle s'éloignait. Le silence se fit, comme les derniers accords d'une symphonie qui avait touché le plus profond de chaque cœur présent, préparant le terrain pour une résolution au-delà de la simple survie. Dans les semaines qui suivirent le dernier adieu de Silver sur la tombe de Monique, un sentiment inattendu d'unité s'empara du village. Fini les manifestations tendues et les discussions animées sur le sort du loup. À la place, les chuchotements au bistrot local ou par-dessus les clôtures des voisins parlaient d'émerveillement et d'une sorte de respect silencieux pour la façon dont la dévotion d'une créature sauvage leur avait rappelé des vertus souvent perdues dans l'agitation de la vie quotidienne. Personne n'oublia le hurlement déchirant qui avait résonné dans le cimetière ce jour-là, ni comment Silver, dans son moment de profond deuil, sembla trouver un soulagement. Pour Chloé, le voyage émotionnel laissa une marque indélébile. Bien que la présence du loup lui manquât et qu'elle s'inquiétât de son adaptation à la vie en sanctuaire, elle portait une douce paix dans son cœur. De temps en temps, un courriel ou un appel du sanctuaire arrivait avec des nouvelles. Silver avait commencé à explorer le plus grand enclos, interagissant avec une petite meute également sauvée de circonstances extrêmes. Il ne refusait plus la nourriture ni la proximité humaine. Un membre du personnel décrivit même comment, sous la douce lumière de la lune, Silver levait parfois le museau dans un faible hurlement, non pas le gémissement brut qui avait autrefois secoué le village, mais un appel plus naturel de loup. Il apprend à être à nouveau un loup, expliquait-il. Chloé, les larmes aux yeux, y trouva du réconfort. S'il guérissait, elle aussi. L'humble plaque de Monique dans le cimetière devint un modeste lieu de réflexion. Les villageois y laissaient de petits témoignages de gratitude ou une fleur sauvage, une note sur la façon dont son lien avec Silver les avait inspirés, ou une simple babiole sculptée en forme de patte de loup. Le gardien, qui s'était autrefois inquiété de la présence d'un prédateur rôdant sur le terrain, gardait maintenant la plaque bien rangée et la regardait chaque matin avec un sourire pensif. Un jour, il confia à voix basse au père de Chloé, « J'ai l'impression que son esprit demeure, content que son ami ait trouvé son chemin. » Certains appelaient cela de la superstition, mais le gardien y voyait de la foi en la bonté qui peut s'épanouir même dans un monde rude. La faction de Thierry, autrefois déterminée à expulser le loup, s'adoucit par la suite. Bien que Thierry lui-même restât inquiet du risque posé par les bêtes sauvages, même lui ne pouvait nier le respect que lui inspirait la capacité de Silver à faire son deuil et à laisser aller. Son groupe ne manifestait plus ni n'exigeait de mesures létales. À la place, ils se tournèrent vers des questions plus pratiques de la ville, minimisant la saga du loup comme une leçon de prudence qu'ils espéraient ne jamais avoir à répéter. Patrick, l'expert autoproclamé, disparu des ragots locaux, vu pour la dernière fois quittant la ville avec colère après que le personnel du sanctuaire eut pris en charge Silver. Il laissa peu d'impact au-delà d'une histoire édifiante sur la façon dont les opportunistes peuvent exploiter des histoires sensationnelles à des fins personnelles. Le rapport final de Sandrine à son agence décrivait à la fois les complexités et la compassion en jeu. Elle recommanda des directives plus strictes pour traiter les liens uniques entre les humains et la faune, soulignant que chaque cas nécessitait de l'empathie, pas seulement un protocole. Son bureau, surpris par la nuance, prit ces suggestions en considération, laissant entendre que l'incident pourrait façonner les futures politiques de gestion de la faune. Pendant ce temps, Valérie,
la journaliste dont la plume avait chroniqué le voyage de Silver du début à la fin, acheva son article final, là où un loup a pleuré, comment l'amour a uni la nature sauvage et un village. Publiée en ligne et dans un magazine régional, l'histoire résonna bien au-delà des frontières locales, capturant l'imagination des lecteurs avec sa description calme et sincère de la dévotion. Des courriels arrivèrent de tout le pays, certains d'enseignants voulant partager l'histoire avec leurs élèves, d'autres d'éthologues intrigués par la loyauté de Silver, et beaucoup de gens ordinaires exprimant leur gratitude pour le rappel que la compassion pouvait s'épanouir dans des endroits inattendus. Valérie écrivit une suite, détaillant comment le sanctuaire envoyait régulièrement des nouvelles, y compris des photos de Silver s'adaptant à sa nouvelle meute. Dans le dernier paragraphe, elle écrivit une note pleine d'espoir, parfois, un cœur brisé devient le terreau de la transformation, à la fois pour le loup et pour l'humain. Eric, soulagé de voir sa fille plus calme, découvrit que l'épreuve avait également remué quelque chose en lui. Il commença à se promener près de la lisière de la forêt après le travail, appréciant le silence des aiguilles de pin sous ses pieds et les échos lointains de la faune. Dans les moments de quiétude, il se souvenait de la douce détermination de Monique et de la loyauté inébranlable qu'elle avait cultivée chez un louveteau. Bien que la tristesse teintât ses souvenirs, un sentiment de fierté s'épanouissait également. Lui et ses voisins avaient relevé le défi, protégeant une vie qui n'était ni domestiquée ni purement sauvage, mais qui méritait néanmoins de l'empathie de tous. Avec le temps, le docteur Nicolas rapporta que Silver avait complètement retrouvé sa force physique. La jambe qui avait autrefois souffert de gelure ne l'empêchait plus de se déplacer, bien qu'une légère cicatrice restât en témoignage de son histoire. Le personnel du sanctuaire plaisantait de temps en temps sur le fait que Silver agissait comme un gardien pour les nouveaux rescapés, accueillant les animaux anxieux avec un calme qui rappelait le gardien qu'il avait autrefois connu. Que le loup se souvint réellement de Monique ou qu'il perpétua simplement les leçons d'amour qu'elle lui avait données, personne ne pouvait le dire avec certitude. Mais les faits étaient indéniables, Silver, autrefois piégé par un chagrin sans espoir, avait trouvé un moyen de s'épanouir à nouveau. Un après-midi ensoleillé de printemps, Chloé et son père entreprirent un voyage pour rendre visite à Silver au sanctuaire, un voyage auquel Valérie se joignit pour le documenter. Le personnel les accueillit chaleureusement, les guidant à travers les enclos sinueux sous une surveillance attentive. Chloé s'approcha de la clôture. Là, debout au milieu de l'herbe qui se balançait doucement, se tenait Silver. Il s'arrêta en la voyant, les oreilles frémissantes, le nez tremblant comme s'il se souvenait d'une odeur lointaine mais chère. Puis, dans un moment qui fit monter les larmes aux yeux de Chloé, le loup s'avança, pressant son museau contre le grillage avec un léger reniflement de reconnaissance. Chloé eut le souffle coupé, incertaine s'il se souvenait vraiment. Pourtant, quand elle prononça doucement son nom, Silver répondit par un doux grondement dans sa gorge, un petit signe tendre qui jeta un pont entre leurs mondes une fois de plus. Debout sous le ciel brillant, Chloé sentit une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Parfois, l'amour et la gratitude peuvent éclipser même les pertes les plus douloureuses, murmura-t-elle, un remerciement silencieux à Monique, dont l'esprit semblait persister comme une présence chaleureuse dans la brise. En s'éloignant de la clôture, elle et son père laissèrent le loup retourner à sa nouvelle meute, satisfait qu'il ait trouvé un foyer sûr, soigné et libéré du piège d'un chagrin implacable. Et ce faisant, ils trouvèrent également une résolution tranquille, emportant avec eux une histoire qui leur rappellerait une vérité qui transcende les clôtures, les espèces et même la mort, que la dévotion peut s'épanouir dans les recoins les plus improbables, tissant des miracles à partir du chagrin. Si l'histoire de Silver et du lien indéfectible de Monique avec un loup autrefois orphelin vous a touché, nous vous invitons à vous joindre à nous pour célébrer le pouvoir de la compassion. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires édifiantes qui comblent le fossé entre les humains et les animaux. Aimez cette vidéo pour soutenir notre mission et partagez-la pour que d'autres puissent être témoins de ce que la véritable dévotion peut accomplir. Laissez un commentaire nous disant ce que vous pensez de l'héritage de Monique et de la façon dont un petit acte de gentillesse peut résonner dans toute une communauté. Ensemble, nous pouvons continuer à forger des liens qui défient les obstacles et nourrissent l'espoir, même dans les paysages les plus rudes.